cette journée, elle s'organise dans le cadre de notre formation FIT, dans notre UE projet intégré, dans lequel nous, on avait pour objectif d'organiser en fait une journée qui allait lier un peu notre formation, donc transformation digitale des systèmes industriels et le sport. Donc pour ça, on a fait un appel à 2 personnes, donc à Monsieur Franck Imbach, docteur en sciences du sport et responsable chez Cisport, et Canel Poirier, data analyst à la Fédération française d'athlétisme et docteur en statistique. Donc ces personnes vont vous présenter une intervention liée à la donnée au service de la performance en athlétisme. Et nous allons donc maintenant commencer. Je vous remercie à tous pour votre présence. On a quelques personnes qui sont en distanciel, donc j'espère que vous nous entendez bien. Et on aura donc une présentation qui va durer à peu près 1 heure, et ensuite on aura un moment d'échange pour discuter autour des sujets qui vous seront présentés durant cet événement. Merci. Bonjour tout le monde. Du coup, merci pour l'introduction et on remercie aussi l'IMT Atlantique et l'ensemble du collectif SportFit pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez bien dit, on va partir sur 1 heure de présentation et on gardera un temps pour les questions-réponses sur ce qui vous intéresse. Je vais passer le sommaire avant de passer la main à Canel, juste pour avoir une vision de ce que l'on va se dire, du moins pendant 7h30. Une présentation donc déjà respective de nos structures. Alors, C-Sport, c'est une marque déposée au sein du groupe Sinovate, mais on va y venir. Et puis de la Fédération française d'athlétisme. Et puis après, un retour concret sur le travail de Canel en tant que data analyst à la FFA. De notre côté, plutôt un REX, un retour d'expérience sur le projet qu'on a eu, enfin le dernier projet qui est toujours en cours d'ailleurs entre Sinovate et la Fédération française d'athlétisme inclus dans le Sport Data Hub. Un retour encore, on repart sur la partie très terrain avec des exemples, une démo il me semble, d'une application d'analyse et de visualisation et puis des perspectives. Volontairement, les perspectives, on les met en dernier et on les a orientées vraiment R&D, IA, alors on mettra les termes que l'on veut, pour se projeter un petit peu dans le futur sur ce que l'on peut faire autour de la performance sportive. Et puis on prendra après les questions-réponses qui suivront. Du coup, j'enchaîne rapidement. Alors, Sinovate, c'est une ESN qui a une 20aine d'années d'expérience, spécialiste de la valorisation de la donnée dans tout type de domaine, historiquement dans l'industrie, l'industrie 4.0, la santé, et plus récemment, depuis 2021 officiellement, dans le domaine du sport. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, on valorise les données, mais au sein de l'écosystème sportif, c'est-à-dire auprès des fédérations, des clubs professionnels et des entités ministérielles. On a environ 200 aujourd'hui pour 8 agences en France, on couvre tout le territoire quasiment, peut-être la partie Est qui viendra dans un futur plus ou moins proche, et puis plus de 500 clients actifs avec une forte croissance sur les dernières années. C-Sport, donc marque déposée, vraiment officialisée en 2021, nous avons 5 offres concrètement. La première est une offre qui sort du cadre du sport, qui est plutôt portée sur les systèmes d'information, donc la mise en place de tout type de système d'information pour nos clients. La deuxième qui est vraiment centrée sur la performance. Alors la performance, il y a plein de choses dedans, on verra. Mais donc expliquer une performance, aller sur des points très techniques, tactiques et d'autres. Une troisième qui est portée sur le marketing. Le marketing fait partie de l'écosystème sportif. Donc on a aussi une approche de valorisation de la donnée dans un but de marketing. Une quatrième qui est plus axée sur la partie financière, alors monitoring financier, simulation financière, élaboration budgétaire, là aussi à destination des entreprises, des clubs et des fédérations. Et puis une dernière qui est une offre de formation spécifique, alors plutôt la data ou la BI d'un point de vue prise par l'échelle du bas ou d'un point de vue basique, mais adaptée au domaine du sport, adaptée principalement aux clubs professionnels. Donc, bonjour à tous, je prends le relais. Donc, moi, je suis data analyst au sein de la cellule optimisation de la performance à la Fédération française d'athlétisme depuis 2 ans maintenant. Cette cellule, elle a été créée en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc il y a environ 3 ans. Et donc, elle a été créée dans un premier temps pour avoir un peu une vision à 360 autour des athlètes. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les athlètes et les entraîneurs sur divers aspects de la performance. Donc que ce soit sur l'analyse de données avec un poste de data analyst, mais aussi l'aspect nutritionnel, la préparation mentale, tout ce qui est aussi biomécanique et physiologie. Et donc on a une problématique de soutenir les athlètes et leur entourage et aussi des missions de terrain.
Donc pour cela, dans la cellule, on n'est pas si nombreux que ça. On est à temps presque plein, on est 7. Donc Bertrand Valsin, Hugo Matijeski qui sont les responsables de la cellule. Bertrand Valsin qui lui a plus un aspect terrain puisqu'il était entraîneur avant, notamment de Kevin Mayer. Hugo Matijeski qui lui a plus un côté scientifique et qui vient de l'aviron. Donc Mathieu Jouisse, le nutritionniste de la cellule optimisation de la performance. Émilie Chamagne qui, elle, est là plutôt en prestation, qui est préparatrice mentale et qui se déplace surtout sur les gros événements. Donc moi en tant que data analyst, Benjamin Millot en tant que sport scientist, donc on travaille pas mal en binôme où lui va surtout sur le terrain pour collecter la donnée et moi je vais plus être là pour la traiter. On a Giuseppe Ceccheli qui est doctorant principalement sur le lancer de marteau et un autre doctorant qui devrait arriver sous peu pour des questions sur la détection de potentiel. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce que être data analyst à la Fédération française d'athlétisme. Donc notamment d'où proviennent les données. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui dans le sport, plus ça va, plus il y a de données autour du sportif. Elles sont notamment collectées lors d'entraînement, de stages, de compétitions. Donc on va pas mal se déplacer sur les compétitions au sein de la cellule. Lors de testing aussi, de monitoring. Donc, et ça va être à l'aide de capteurs, d'outils de mesure, d'analyse vidéo, d'athlète management system, mais aussi les résultats officiels des compétitions. Enfin, en fait, il y a vraiment de la donnée qui vient de partout, sous diverses formes, et c'est à nous après d'essayer de la collecter et de la structurer. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de types de fichiers, par exemple, que je peux traiter. Donc ça, c'est un exemple de fichier issu de résultats officiels. Donc à la fin d'une compétition, il faut savoir que les athlètes dans leur dossard, ils ont une puce qui permet d'avoir les temps de passage, enfin pas mal d'informations en fait liées à un système LPS qu'il y a dans les stades qui vont permettre d'avoir par exemple des temps de course. Et donc à la fin de la compétition, il y a des fichiers PDF qui sont mis en ligne. Donc l'idée c'est d'aller récupérer ces fichiers PDF pour traiter la donnée. Donc ça c'est un exemple de fichier. On a d'autres outils, par exemple, nous, on a le FlightScope qui permet derrière enfin c'est pour le lancer. Donc par exemple, on va aller poser derrière la cage de lancer un radar qui va permettre à la fois, par exemple, de calculer la vitesse d'éjection, l'angle d'éjection, la distance de l'engin qui est lancé. Et donc, suite à ça, donc pareil, une fois que la compétition ou l'entraînement est terminé, moi, je vais recevoir un fichier Excel avec, pour chaque athlète, son numéro de lancer, toutes les informations correspondant au lancer. Donc ça, c'est un autre exemple de source de données. On peut avoir aussi des fichiers issus d'analyse vidéo. Donc l'analyse vidéo, c'est juste on prend une caméra, on va sur l'entraînement ou sur la compétition, on va filmer l'athlète et nous après, je vais vous montrer comment ça fonctionne, on va aller récupérer les informations qui nous intéressent et les écrire dans un fichier Excel. Donc là, c'est l'exemple de l'analyse vidéo. Donc là, je vous ai mis... c'est cet été, donc sur les Jeux Olympiques de Paris. Donc on était dans le stade, on était 2 ou 3 avec une caméra. Donc l'idée c'est on lance la vidéo. Donc voilà, ça c'est un exemple sur le 110 mètres et notre médaille. Donc il fallait que je vous la mette en exemple. Donc voilà, la compétition se fait, la course est terminée. Hop, on a notre film. Et nous, l'idée c'est qu'à partir de cette vidéo, on va vouloir récupérer de l'information. L'information pour les haies qui va être intéressante pour les coachs, ça va être notamment pour chaque haie le temps de vol de l'athlète. Donc le moment en fait le moment où son pied décolle avant la haie et le moment où il touche après la haie. Donc on calcule le temps de vol. Ensuite, on va calculer aussi le temps de course entre chaque haie. Et ça peut être des informations pertinentes pour le coach pour savoir est-ce qu'il faut qu'il travaille plus avec son athlète, par exemple la vitesse ou la technique de course. Et donc pour ça, c'est encore très manuel. Donc pour l'analyse vidéo, on utilise un logiciel qui s'appelle Kinovea.
Donc on va aller sur la vidéo, détecter, en fait le départ d'une course c'est avec un pistolet et le pistolet il déclenche une lumière. Donc sur la vidéo on va essayer de récupérer la lumière. À partir de ce moment on déclenche le chrono. Puis on va aller voir pour chaque athlète le pied, le moment où le pied se décolle et le moment où il repose. Et tout ça, toutes ces informations, par exemple 7,175 et 11,670, on va aller le mettre manuellement dans un fichier Excel. Donc c'est très long, il risque d'y avoir des erreurs, ça prend du temps, c'est pas le plus marrant à faire. Et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut automatiser ces étapes ou au moins essayer d'avoir un début d'automatisation pour éviter de faire des erreurs et aussi pour que ce soit un peu plus ludique et moins chronophage. Et donc pour le moment, on est en train d'utiliser un outil qui s'appelle MetaVideo et qui permet, donc ça a été développé par l'INSEP et une boîte à Bordeaux, qui permet notamment, donc, une fois la vidéo récupérée, d'aller taguer directement sur la vidéo le moment où l'athlète il va avoir, donc on a des petits symboles là, et de dire, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là par exemple, quand on voit que l'athlète, son pied décolle, on va aller cliquer sur le tag. Après, quand il repose, on va aller cliquer sur l'autre tag et on peut aussi dire, là, il a touché la haie ou il a fait tomber la haie. Et automatiquement, ça va nous remplir un petit tableau en bas avec les informations, la vidéo directement taguée. Et nous, on va aller extraire le fichier CSV ou Excel de cette analyse vidéo. Donc, c'est un début d'automatisation. Il y a encore beaucoup de boulot pour que ce soit 100% automatisé. Mais voilà, c'était une des premières choses que je voulais vous présenter. Et donc là, je vais laisser la main à Franck pour expliquer un peu. Là, l'idée, c'était de vous donner un contexte un peu de toutes les données qui peuvent exister, d'où elles viennent, les différentes sources. Et moi, ma problématique, avant de contacter Franck et Sinovate, c'était de me dire, je suis au sein de la fédération, j'ai plein de données, elles sont partout. Il y en a sur les ordinateurs de chacun, de sources différentes. Et en fait, pour les traiter, c'est une vraie galère parce que rien n'est centralisé au même endroit et j'arrive pas à faire de lien entre mes athlètes, ou en tout cas, c'est long et dur à faire. Donc l'idée, voilà, c'est de poursuivre avec la structuration. Merci Canel. Donc effectivement, l'environnement existant, Canel a montré déjà deux solutions tout à l'heure. En gros, dans cet environnement existant, on a une base de données qui est propre au système d'information de la fédération, ici qui est nommé SI-FFA. Et puis on a d'autres outils, d'autres bases de données, le PSQS par exemple, donc c'est un outil qui a été mis en place dans le cadre du SDH. Alors le SDH, juste pour faire l'introduction, SDH pour Sport Data Hub. Et le Sport Data Hub, il est à la croisée des chemins entre le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport et l'INSEP. Donc en fait, c'est comme on va dire un projet intégrant ces trois parties-là, où l'objectif du SDH, c'est de mettre à disposition un certain nombre d'outils, bases de données ou applicatifs, pour permettre d'optimiser la performance à l'échelle nationale et d'accélérer aussi la transition numérique des fédérations. Donc pour y revenir, le PSQS donc est un outil qui a été développé en ce sens. On a d'autres outils, d'autres données, donc des sources qui sont hétérogènes, des stockages qui sont aussi hétérogènes, une communication entre les sources, entre les divers applicatifs et les diverses bases de données qui est difficile naturellement, parce qu'ils n'ont pas été développés initialement pour communiquer entre eux. Et puis un temps de traitement qui est significatif. À l'exemple de Canel, ce qu'elle faisait manuellement, qu'elle a commencé à automatiser, donc déjà elle s'est soulagée d'un certain temps, traitement qui des étapes ou des tâches qui sont chronophages. Là encore, si on veut croiser l'ensemble des sources et des outils, ça prend du temps. Le Sport Data Hub peut être vu aussi comme un laboratoire de données et un véritable accélérateur de la transition numérique ou transition un petit peu digitale des fédérations. En 4 briques, alors on peut en dire d'autres, hein, mais en essentiel, il permet d'avoir un stockage des données robuste, une centralisation de ces données dans un environnement cohérent, adapté pour réaliser derrière, pour valoriser ces données, donc c'est-à-dire réaliser tout type d'analyse
croiser tout type de données. Le deuxième objectif est d'automatiser les process qui sont chronophages et qui sont simples, bien souvent, et le tout en respectant bien sûr la réglementation européenne en vigueur, donc la RGPD. Le troisième point, c'est de croiser ces données. Si on veut vraiment les valoriser, il faut les faire communiquer entre elles. Il faut pouvoir regarder une source A, une source B, croiser les deux et puis en tirer des analyses, en tirer profit. Et puis le dernier point, c'est de faciliter l'accès pour l'ensemble de ceux qui font partie du sport data hub, donc l'ensemble des fédérations olympiques qui vont bénéficier de ces outils, qu'elles puissent donc déjà avoir accès à leurs données au sein du sport data hub, au sein de cet environnement, avoir accès aux outils qui sont mis à disposition et être aussi dans la mesure du possible autonome sur leur exploitation. La vision cible, on pourrait la résumer comme ceci. Bon, on ne voit pas très bien, mais au centre, c'est une base de données avec un grand B, donc une ou plusieurs bases de données, qui va réceptionner des données qui viennent de sources multiples. Donc c'est une problématique centrale de structuration et de centralisation des données. Le deuxième besoin, pourquoi est-ce qu'on centralise ces données? C'est pour donner une vision à 360 degrés autour de l'athlète. L'athlète, il a tout type de données qui l'encadrent, des données administratives, des données sportives, des données psychologiques, des données nutritionnelles, et puis on en passe, on peut tout imaginer. Quand on veut comprendre l'athlète, on en reparlera tout à l'heure, notamment sur les perspectives, il faut avoir l'ensemble des données, il faut essayer de comprendre son environnement. Et puis le dernier, c'est bien sûr cette interopérabilité. On peut avoir 10, 50, 500 applicatifs, un certain nombre de bases de données. Il faut que ces applicatifs, ces éléments, ces outils soient en interopérabilité, c'est-à-dire qu'ils puissent communiquer, qu'on puisse les faire communiquer entre eux et les exploiter, non pas de manière isolée, non pas de manière unitaire, mais parallèlement. L'objectif final, c'est de gagner des médailles, donc c'est de dire au coach et puis de dire au cadre de la fédération, de la FFA et à Canel, dire voilà, tu as la matière première pour réaliser tes analyses, on t'accompagne avec les outils qu'on a mis à disposition et les bases de données par exemple qui contiennent les données de ta fédération. Canel maintenant peut réaliser les analyses comme elle le souhaite en croisant le maximum de données pour ensuite adapter les protocoles d'entraînement et aller plus loin, on va dire, accompagner les athlètes de haut niveau vers vraiment la performance, la plus haute performance. Avoir un environnement sécurisé, qui est un sujet aujourd'hui, donc le SDH fait quand même les choses bien de manière réglementée et met à disposition une sécurisation donc, de l'environnement qui peut-être n'est pas existante initialement dans la fédération, donc c'est quand même un atout. Et puis pour le dernier point, une maîtrise de l'environnement, une fédération qui intègre le SDH et notamment la FFA doit pouvoir être autonome, doit pouvoir exploiter les données comme elle le faisait avant pour en tirer profit, les valoriser de la meilleure des manières. En résumé, Sport Data Hub fournit un entrepôt, un grand entrepôt de données, donc permet la collecte et le stockage sécurisé en respectant les normes RGPD. Il permet d'optimiser la performance, il s'inscrit dans un parcours de performance. On a des données de performance, mais pas que. Mais le but final, c'est quand même de monter la performance des athlètes français et aux prochains Jeux Olympiques, de rapporter plus de médailles. Donc de fournir des outils pour y arriver, et il y a vraiment tout type d'outils, d'outils d'automatisation, de labellisation vidéo, comme d'outils d'analyse statistique, comme d'outils de stockage. Voilà, donc on a une hétérogénéité dans ces outils, mais une interopérabilité, et puis un quatrième point d'incubateur, dans le sens où le SDH est moteur et permet d'accélérer la transition numérique de l'ensemble des fédérations. Les bénéfices, d'un point de vue technique, c'est bénéficier d'un environnement qui est fonctionnel, homogène, normalisé et sécurisé, bénéficier d'outils, comme je l'ai mentionné, de collecte, de stockage, d'analyse et de restitution également, et bénéficier d'une expertise, l'expertise propre apportée par le Sport Data Hub, donc d'expertise en termes de maintenance, de sécurité, de gestion des données, et y compris les données sensibles. Pour terminer, comment est-ce que les outils du SDH sont exploités dans le cadre de notre projet avec la Fédération française d'athlétisme? Alors, on a déjà donc, des données de la FFA qui proviennent, on va dire, de deux sources où on a une provenance qui est hétérogène, avec d'une part de l'intégration dans un outil qui est la base résultat. Donc, base résultat, comme son nom l'indique, c'est une base de données qui centralise des données de résultats des compétitions d'athlétisme. Et puis, d'autre part, une base externe qui, là, plutôt est une base de données qui recentre des données autres que les résultats, mais propres à l'entraînement. Donc,
tout type de données d'entraînement ou extra-compétition qui sont vouées, qui ont pour vocation d'aller alimenter cette base de données. L'alimentation de ces bases de données est différente, sur cet exemple-là du moins, mais c'est bien souvent le cas avec d'une part une intégration via des scripts SQL, et puis d'autre part via des API. Donc on n'a pas toujours, on va dire, les méthodes d'intégration et d'alimentation dépendent des outils initiaux et de ce qui est à disposition, mais on montre déjà cet exemple ici en hétérogénéité pour alimenter déjà des outils du Sport Data Hub. Et puis la troisième qui est au centre, la base FFA. Donc je vous avais montré tout à l'heure SI FFA, donc la base de données historique du système d'information de la FFA. Là, l'idée est les données qui ne sont pas propres à la compétition ni à l'entraînement, donc plutôt des données administratives ou autres, auront pour vocation à être historisées dans cette base de données-là et exploitées du coup pour effectuer des analyses par la suite. Les analyses, bien sûr, elles sont portées par un outil d'analyse ou un outil de visualisation, généralement les deux, qui permet justement déjà de faire communiquer, de croiser ces trois sources de données, si on peut dire ça comme ça, pour optimiser la performance d'un athlète au sens large et surtout apporter de l'information utile aux experts, aux entraîneurs et aux cas techniques. Je repasse la main à Canel qui repart sur du plus concret. Du coup, une fois la structuration mise en place, moi, mon rôle, ça va être justement de développer cette application pour faire les retours au coach, les visualisations et les analyses. Donc, en gros, l'idée de l'analyse, ça va être le suivi individualisé des performances, aussi faire une veille internationale sur les athlètes, les meilleurs athlètes mondiaux, une prévision du ranking, une aide à la planification des compétitions. Mais du coup, pour ça, je vais directement vous faire une démonstration de l'application. Alors. Tac. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais en gros, là, l'application que je vais vous présenter, c'est une application que j'ai développée avec AirShiny. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition cette application aux coachs. Ils peuvent s'y connecter via un mot de passe, enfin via un identifiant et un mot de passe. Et en fonction de leur rôle qui a été attribué, ils vont avoir accès à plus ou moins de données. Et donc on a plusieurs onglets. Ici, on a un onglet stage pour toutes les analyses qu'on va réaliser en stage, un onglet compétition, un onglet ranking, j'y reviendrai juste après, mais en gros, le ranking, c'est en fonction des performances qui sont réalisées par un athlète, on a un classement international et ce classement international va permettre de se qualifier aux différentes compétitions, notamment les championnats du monde et les Jeux olympiques. Et donc pour les Jeux olympiques, par exemple cet été, il y avait une grosse problématique de se dire où est-ce que je suis dans le ranking, où est-ce que je dois aller pour espérer avoir une qualification. Et donc après, on leur avait fait un lien aussi avec toutes les vidéos qu'on avait faites pendant les Jeux et un lien vers d'autres applications dont ils pouvaient avoir besoin. Cette application, elle est déjà en train d'évoluer avec d'autres analyses qu'on est en train de mettre en place. Notamment, maintenant, on a un nouvel onglet qui est sur la nutrition. Donc, aider les athlètes à bien s'alimenter en fonction des séances qu'ils réalisent. Et on a aussi une fiche athlète individualisée avec des infos personnelles sur l'athlète. Je ne les ai pas mises ici parce qu'elles sont encore en développement, mais il faut savoir que cet outil, il est en constante évolution. Donc si je vais sur l'onglet compétition, hop. Donc ici on a bien du coup la possibilité de se connecter. Hop. Donc là on tombe sur la page d'accueil. Et donc là, les onglets qu'on a sur le côté, les coachs n'ont pas accès à tous ces onglets-là. Mais par exemple, si je vous montre l'exemple des haies, donc ça c'est à partir de l'analyse vidéo qui a été effectuée, le coach va avoir un retour et va pouvoir avoir un suivi longitudinal sur un de ses athlètes, mais aussi comparer son athlète à des performances réalisées par un autre athlète. Donc, il joue avec un certain nombre de filtres. Donc là, par exemple, si on prend l'athlète Aurel Manga, on veut avoir ses résultats sur la Diamond League de Paris
et on veut, je sais pas, donc là c'est les temps de course par exemple, donc combien de secondes il fait entre chaque et. Donc pour avoir des infos après un peu plus précises, on peut aller zoomer sur l'axe des ordonnées, comme ça il peut aller voir la variation entre chaque et. Il peut aller voir aussi les temps de vol réalisés et il peut aussi se comparer, par exemple, à... on va prendre le meilleur international sur les et aujourd'hui. On a des données pour lui en base de données. Et donc pareil, il peut aller sélectionner, par exemple, s'ils étaient tous les deux sur les championnats du monde de Budapest ou... alors non, là, il n'y avait que Grant. Oui, monsieur. Allô? Allô? Oui, Mathieu, oui. Tu m'entends? Donc là, par exemple, on va avoir la possibilité pour le coach d'Aurel Manga de se comparer par rapport aux données de Grant Holloway et de se dire, bah, ok, par exemple, mon athlète sur les temps de vol, il a un temps de vol plus faible, enfin plus élevé sur certaines haies que Grant. Donc est-ce que c'est plus la technique qu'il faut que je travaille ou la vitesse, des choses comme ça. Donc ça, on a ça pour les haies hautes. Pour les haies basses, ça va plus être des indicateurs sur... ça va fonctionner de la même façon, mais sur la jambe d'attaque, est-ce qu'il passe la haie d'abord côté... jambe gauche ou jambe droite, le nombre de foulées, pareil, le temps de course associé, enfin voilà, c'est des besoins. On va aussi avoir des analyses un peu plus poussées, par exemple sur la longueur. Au niveau de la longueur, pendant les compétitions autour du bac à sable, on va poser un outil qui s'appelle l'OptoJump et qui va permettre pour chaque foulée d'avoir des informations sur le temps de vol, la fréquence, l'amplitude des foulées. Et donc l'idée, ça va être de la même façon d'aller comparer les données d'un athlète en particulier par rapport à la référence un peu internationale. Donc là, par exemple, on peut choisir si on se compare entre hommes et femmes. Est-ce qu'on prend toutes les données de longueur ou que ceux qui sont spécialisés en longueur ou ceux qui font des épreuves combinées. Et par exemple, si on prend un athlète, Théo Bastien, qui fait du décathlon, lui, il a envie de s'intéresser à toutes les personnes qui sautent entre 7 mètres et 8 mètres, on va dire. 8 mètres, ça va être son objectif. Et ça va être pour lui l'occasion de voir si... alors, ça se met à jour. Par exemple, pour la distance à la planche quand il impulse son saut, ici, c'est la moyenne, c'est une régression linéaire mixte sur toutes les données. Et on voit que Théo, par rapport à toutes les données qu'on a en base, il a tendance à avoir une planche beaucoup plus grande que les autres athlètes. Et donc là, on met au coach en valeur le fait que pour des personnes qui sautent entre 7 mètres et 8 mètres, en général, ils ont une planche. Donc la planche, c'est le moment où il impulse. Et donc l'idée, c'est d'avoir la planche la plus petite possible pour faire le plus grand saut. Théo, il va avoir tendance à faire une planche où il va plutôt être autour des 20 cm. Donc peut-être que lui, ce qu'il va devoir travailler à l'entraînement, c'est le fait d'être précis quand il saute et se rapprocher le plus possible de la planche sans mordre forcément. Et donc voilà, c'est des infos comme ça avec des indicateurs significatifs sur la performance. Donc je ne vais pas vous faire tous les onglets qu'on a, mais c'est pour vous donner un peu une idée des analyses qu'on peut effectuer. Si on revient sur la page d'accueil, donc un autre besoin qui avait eu, donc je vous disais sur le ranking, l'idée c'est de se dire pour le ranking, donc en fait le classement des meilleurs internationaux, ça fonctionne en prenant les 5 meilleures performances de la saison. Ces performances, elles ont un équivalent en points. On fait une moyenne du nombre de points et en fonction, ça place les athlètes dans un classement. Sauf que ces points, ils peuvent être bonifiés en fonction de la compétition auquel participe l'athlète et de la place qu'il réalise à cette compétition. Donc par exemple, pour certains athlètes, ça va être plus bénéfique d'aller gagner une course de niveau national
plutôt que de faire 10e sur une compétition internationale. Et donc le coach avait besoin d'un outil de planification de ses courses. Et donc par exemple pour Paris, l'idée c'était d'avoir déjà, on récupère du site international World Athletics tous les classements, si ça se fait. Alors est-ce que c'est bon. Donc là par exemple si on prend les classements sur 400 mètres, c'est un petit peu long. On avait notre athlète, par exemple, notre athlète française, Amandine Brossier, qui était... donc là, à la fin, elle était qualifiée, mais on peut voir que, par exemple, elle avait 1214 points. Donc elle avait un classement au ranking, elle était 42e. Donc on peut voir également les points pour chacune de ces compétitions qui rentrent dans le classement. Et donc le coach avait ça en vision et l'idée c'était de se dire, il avait cet outil, de se dire là chez les femmes aux 400 mètres, j'ai mon athlète, désolée ça met un petit peu de temps à charger, j'ai mon athlète Amandine Brossier, donc il voyait qu'elle était 42e. Et je sais pas, il vise un classement plutôt autour de la 38e place. Et j'envisage de faire 3 compétitions. Et donc actuellement, j'ai 1214 points. J'en vise 1223 pour être 38e au niveau du classement. Donc il faut que pour chaque compétition auquel je participe, je fais à minima, en gros, 1219 points. Et donc là, il pouvait aller voir directement sur le nombre de points visés. Hop. Il pouvait aller voir la performance qu'elle devait réaliser. Par exemple, une compétition de rang A, donc c'est le niveau des compétitions. S'il sait que son athlète, par exemple, en ce moment, elle voit un chrono autour de 52 secondes, peut-être que c'est mieux d'aller faire une compétition de rang A et de faire la 5e place pour avoir plus de points que de faire une compétition, par exemple, internationale, mais devoir faire un chrono beaucoup plus élevé. Enfin voilà, c'est un peu un jeu de sélectionner les compétitions auxquelles il participe. Et donc après, il avait à disposition le calendrier de World Athletics pour aller voir les courses qui existaient. Donc voilà, un peu un résumé de ce qui peut être fait. Je vais revenir sur le diapo. Hop. Donc après, c'était là au cas où j'avais pas internet. Là, c'était un exemple avec le lancer de marteau. C'est pareil, on a notre doctorant qui travaille sur le lancer de marteau. Donc lui, il fait pas mal de manip de thèse avec des athlètes pour savoir quel indicateur quel indicateur a un impact sur la performance. Est-ce que ça va être la vitesse d'éjection, en fait, il fait pas mal de calculs aussi sur quand les athlètes lancent, ils font des tours, donc le moment où ils sont en simple appui, double appui, des choses comme ça. Donc c'était un peu voir tous ces indicateurs-là avec un impact sur la performance et fournir plusieurs graphiques au coach. Voilà, donc pour les analyses. Donc on passe sur les perspectives. Du coup, en perspective, l'objectif, c'est pas de faire une présentation scientifique, mais plutôt de donner des informations sur l'état de l'art et des use cases et des choses qui sont possibles au regard de la Fédération française d'athlétisme, en s'appuyant sur ce qui est fait dans d'autres sports, par exemple. On va avoir trois sous-parties. La première, ici, qui est l'utilisation en fait, de l'image, mais sans marqueur. C'est probablement ce qui est en cours aujourd'hui, en vogue, et qu'il sera notamment d'autant plus demain. Étant donné qu'on a systématiquement des caméras qui sont positionnées dans les stades, autour des terrains, en athlétisme et puis d'ailleurs dans tous les sports au sens large. Donc quand on parle d'utiliser l'image, alors là je pense que vous n'avez peut-être pas grand-chose, on parle généralement de vision par ordinateur derrière, et ce qu'a introduit Canel tout à l'heure, les tâches manuelles qu'elle faisait par exemple pour collecter de la donnée sur des images, ce sont des processus qui peuvent parfois être automatisés et même aller plus loin.
Donc la vision par ordinateur, une branche de l'IA, là, je vais juste reprendre la définition du CNIL, il me semble que c'est à peu près ça, qui permet à une machine d'analyser des images ou des vidéos captées par un système d'acquisition, pour une définition très standard. On en a dans la vie de tous les jours au quotidien pour identifier, pour détecter des personnes qui traversent un passage piéton, un chien, un chat, et puis aller les traquer, les suivre dans un espace par exemple. Dans le sport, on a déjà une utilisation du tracking qui se fait de deux manières. La première, c'est un tracking qui est semi-automatique, c'est-à-dire qui est soumis à une surveillance humaine ou une correction par l'homme par un opérateur humain, notamment lorsqu'il y a des problèmes d'identification, et un processus où là on est plus automatisé ou complètement automatisé, où là on a une détection qui est automatisée et une identification par l'algorithme en toute autonomie, avec moins d'intervention humaine. Il y a des caméras qui permettent de le faire. Alors effectivement là les images c'est pas de l'athlé, mais les précurseurs sont le foot, sont surtout le basket sur nos voisins qui sont outre-Atlantique, notamment NBA, où ils ont été parmi les premiers, si ce n'est les premiers, les pionniers à utiliser des systèmes d'acquisition vidéo très haut de gamme, qui permet déjà de détecter et de traquer un certain nombre d'éléments, donc un certain nombre de joueurs, les différencier sur un terrain. Donc le tracking multijoueur, concrètement, c'est l'objectif sous-jacent, c'est d'identifier tous les joueurs, de les détecter, mais sans détecter l'arbitre ou sans détecter le public, donc l'environnement qui peut parasiter et qui peut apporter de l'information qu'on ne souhaiterait pas avoir. Les entraîneurs qui sont au bord du terrain, par exemple, qui peuvent s'agiter lors des matchs, selon les points, selon les écarts de points, ou selon ce que réalisent leurs joueurs. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais dans tous les cas, le système ou la solution doit être capable de différencier ça et de rester centré sur ce qu'on lui demande, c'est-à-dire identifier, traquer des joueurs. L'identification de joueurs, donc, se fait par plusieurs manières. Il n'y a pas de règle stricte, c'est selon le contexte, selon notre discipline, selon donc, les informations qui sont existantes. Est-ce qu'on va détecter plutôt un joueur selon son numéro, s'il a le numéro sur le maillot, selon son nom? Est-ce qu'on va utiliser les informations de son visage, imaginant que nous ayons suffisamment de systèmes d'acquisition pour avoir une représentation en 3D donc, du joueur et l'avoir toujours de face, si on veut utiliser le visage par exemple. Et puis, il faut des systèmes qui soient quand même de bonne qualité, parce que si on est sur des systèmes de mauvaise ou de faible qualité, on n'aura pas une image suffisamment qualitative et on n'aura peut-être pas assez d'informations pour pouvoir différencier un joueur à un autre. Donc aujourd'hui, la plupart des systèmes d'acquisition, et y compris les systèmes bas coût, qui ne coûtent plus grand-chose en soi aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, permettent quand même d'avoir des images de bonne qualité, et notamment sur des acquisitions d'images où on a des mobiles qui se déplacent rapidement, comme ce qu'on retrouve dans le sport de manière générale. De manière très très simple, ce sont un petit peu les bases. On a la première étape de détection. Nous allons donc détecter ce qui nous intéresse. On détecte les joueurs et pas le public ou un enfant qui se lève pour changer de place, peu importe, ni l'entraîneur ou l'arbitre sur le terrain, sauf si on veut avoir l'arbitre. L'étape de classification, tel joueur il est dans telle équipe, c'est un rouge, c'est un vert, donc on sait déjà séparer les équipes, et puis identifier les joueurs selon leur numéro, et puis après les traquer, c'est-à-dire les suivre dans le temps et dans l'espace. Derrière, ce qui se passe, ce qui est sous-jacent à la vision par ordinateur, en fait, c'est de la collecte de données, c'est de la numérisation. Ici, on voit les traces en fait en dessous, suite à la classification, et ces numérisations peuvent nous permettre de collecter de la donnée strictement mécanique par exemple, donc les positions X, Y, Z des joueurs, et donc sous-jacent, dériver les accélérations, les vitesses, les accélérations, les déplacements, les positions dans l'espace et dans le temps comme je le mentionnais, et déjà pouvoir fournir à ceux qui vont s'en servir, par exemple les entraîneurs, des données mécaniques sur chacun de leurs joueurs à chaque temps d'un match par exemple, et de manière continue. Et puis, plus largement, on peut aller sur d'autres problématiques. Au lieu juste de collecter de la donnée, on peut aller sur de l'identification de patterns, de l'identification de déplacement. Tel joueur s'est déplacé à tel endroit sur le terrain, marqué par tel joueur adverse. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ces déplacements-là. Donc, réaliser un vrai travail d'analyse vidéo, mais en partant du principe qu'on a déjà pu automatiser un certain nombre de tâches, y compris la labellisation, ce dont on parle dans cet exemple-là.
Alors là, c'est juste pour vous montrer un petit peu au niveau de l'état de l'art. Je vais enlever le son parce que on n'a pas. Alors vous pouvez aller voir la vidéo, hein, j'ai mis la référence ici. C'était, il me semble, en 2015 et on était quand même pas mal avancé. Vous voyez que ça, c'est une conférence, un TED Talk par Rajiv Maheswaran. Voilà ce qui se faisait il y a presque 10 ans en NBA. Donc déjà de la modélisation, hein, dans le basket, la modélisation d'événements à partir de données qui sont récupérées sur des images et des probabilités qui sont associées à des événements. Ici, l'événement, par exemple, c'est un shoot, c'est un tir. On peut faire un arrêt avec un calcul derrière sur la probabilité que le joueur marque selon où il est positionné sur le terrain, selon le nombre d'opposants, donc de joueurs adverses qui l'entourent, dans un rayon, ici peut-être par exemple de 2 mètres ou 3 mètres, je ne sais pas. Et puis aller comprendre, du coup, anticiper hein, le résultat, est-ce que le shoot va être marqué ou pas. Il y a plusieurs intérêts à ça. Donc, il y a l'analyse live, par exemple, pour le coach, qui peut bénéficier d'un outil de ce type-là pour adapter sa stratégie ou donner des consignes au bord du terrain, s'il a le droit d'être là. Et il y a aussi la partie plutôt entertainment, fan experience, où dans la mesure où on a ça sur un écran géant au centre du terrain, on est spectateur, on voit le match, et on voit aussi, par exemple, la projection dans les 3 prochaines secondes de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer. Donc c'est quand même un atout pour l'expérience fan et pour ceux qui vont aller visiter ou ceux qui vont aller à ces événements, à ces compétitions. Si on passe sur la suivante, là on est sur, il me semble que c'est la même celle-là. Tac. Ah oui, j'arrive sur la suivante. Toujours dans ce même talk, là, on n'est plus sur la probabilité de réaliser ce shoot, mais on est déjà sur l'analyse de la stratégie, l'analyse tactique. C'est-à-dire que le joueur, est-ce qu'il va faire un pick and roll? Est-ce qu'il va se déplacer à ce moment-là? Et on va se poser la question, donc s'il se déplace ici, on peut modéliser les déplacements du joueur adverse et puis prendre la décision. Alors, en live, regarder puis lui dire, attends, déplace-toi à droite ou à gauche, non. Mais ça sert quand même à des analyses, soit post-hoc, après le match, soit pour préparer la prochaine compétition, préparer le prochain match. En tout cas, on sait faire un certain nombre de choses qui doivent nous permettre justement d'aller plus loin dans la préparation des matchs et d'aller plus loin dans la performance au sens large. Et ici, par des éléments qui sont quand même plutôt tactiques. Donc du coup, nous, on essaie de voir avec les méthodes markerless comment est-ce qu'on pourrait les utiliser en athlétisme. Donc il y a plusieurs possibilités, notamment l'analyse des courses. On pourrait avoir des indicateurs sur les temps de passage. Si on arrive à détecter l'athlète tout au long de la piste, on pourrait savoir directement à quel moment il passe, par exemple, au 100 mètres sur un 800 mètres, des choses comme ça. Ce que je vous ai montré pour les haies, l'idée ce serait plutôt que d'aller image par image sur Kinovea, détecter le moment où le pied quitte le sol et le moment où il retouche après la haie, ce serait de directement détecter l'athlète pour avoir son temps de vol, son temps de course entre les haies. Aussi imaginer avoir sa vitesse, pas mal de choses. Donc ça c'est pour l'analyse des courses. On pourrait aussi avoir des analyses du geste technique, donc des analyses sur la foulée, la fréquence, l'amplitude, le temps de contact, la cadence, pas mal de choses comme ça. Pour les haies, on pourrait avoir la jambe d'attaque, on pourrait aussi avoir l'étude du mouvement, quand on saute à la perche ou quand on fait du lancer, comment est-ce qu'on se comporte, donc avoir une analyse biomécanique. Donc il y a déjà des choses que nous, on a essayé de tester, de regarder. Donc il y a des tests qui ont été effectués sur la longueur, pour avoir la vitesse jusqu'à la planche, aussi l'angle du bassin au moment où le sauteur il saute, avoir le nombre de foulées. On a des tests en cours sur les haies pour avoir les temps de vol, les temps de course. Et la thèse de Giuseppe Cecchini sur le lancer de marteau utilise aussi des méthodes markerless pour avoir le déplacement du marteau et aussi le déplacement du lanceur dans l'espace. Pour le moment, on ne les utilise pas au quotidien parce que ce n'est pas assez précis. Ce qu'a pu montrer Franck par exemple sur le basket avant, c'est des super outils, mais nous, au niveau de l'athlétisme, notre problématique, c'est que, par exemple, sur les haies, on doit vraiment avoir à l'image près le moment où le pied se décolle. Et pour le moment, l'IA, les modèles markerless ne sont pas assez précis
pour vraiment détecter le pied et le moment où ça quitte le sol ou où ça touche le sol. Donc les résultats qu'on a ne sont pas assez précis pour qu'on soit satisfait pour les utiliser. Donc on est encore en développement en espérant qu'à un moment on puisse les utiliser parce que ce serait effectivement un gain de temps et ce serait très utile, quoi. Donc, Néanmoins, le sujet, c'est quand même un sujet actuel, dans le sens où la problématique de l'AFA est une problématique assez fine, hein, peut-être au centimètre près. Si on veut détecter le passage sur une ligne d'arrivée, il y a des enjeux, des problématiques derrière en termes de modélisation, modélisation de 3D à partir des images, et puis avoir une fiabilité, une précision des positions qui soit au centimètre. Donc on pense que c'est possible aujourd'hui, enfin on y vient du moins progressivement. À côté de ça, il y a bien sûr la technologie, hein, qui permet de le faire avec les systèmes d'acquisition. Mais c'est un sujet qui est au-delà de la Fédération française d'athlétisme et qui est en vigueur un petit peu dans tous les sports, y compris les sports qui font le buzz aujourd'hui, notamment les sports de raquettes, où du coup on veut valoriser, on cherche à valoriser du moins les images qui sont les données phares essentielles dans tous les sports, et également les sports de combat. Voilà, donc plusieurs laboratoires, et rien que pour parler, parce que la France, je montrais les États-Unis, mais on est très bon en France, on sait le faire, donc c'est pas pour se décrédibiliser, bien au contraire, c'est juste que dans un processus de transition numérique, on y vient progressivement et dans un futur plus ou moins proche, je pense qu'on sera en capacité de faire de très belles choses. Deuxième point, Canel avait évoqué aussi la détection de potentiel, qui est un sujet majeur à la fédération, et je crois dans à peu près toutes les fédérations. L'objectif de cette détection de potentiel, c'est de pouvoir intervenir, ou du moins améliorer la construction d'un parcours de performance dès le plus jeune âge. C'est-à-dire identifier les potentiels quand on a un joueur, quand on a un athlète qui commence la compétition à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, voire avant dans le sport, en gymnastique, c'est plus aux alentours peut-être des 7 ans. Mais voilà, c'est dès le plus jeune âge, pouvoir identifier son potentiel de sorte à l'accompagner de la meilleure des manières jusqu'à l'équipe professionnelle, jusqu'à arriver en équipe A ou en équipe de France. Et puis, on l'espère pour lui et pour nous récupérer des médailles aussi sur des compétitions internationales et les prochains ou les futurs Jeux Olympiques. Les questions qui se posent, c'est donc autour de l'utilisation des données collectées lors du testing, c'est-à-dire pouvoir détecter ses prédispositions physiques, techniques, mentales. Donc on a encore ici aussi l'approche à 360 degrés autour de l'athlète. On ne va pas prendre uniquement un paramètre biomécanique ou technique spécifique pour aller détecter son potentiel. Non, il faut tenir compte d'un maximum d'informations. Utiliser ces données pour identifier les profils de performance et les profils d'évolution de ces performances. Et puis d'autres travaux sont réalisés, notamment autour de l'âge relatif. Pour le dire grossièrement, parce que pour le coup, je ne suis pas expert de ce sujet-là, et tu pourras compléter si besoin, mais si on est en janvier, apparemment, on aurait peut-être plus de chances d'être plus fort à 18 ans que notre collègue qui serait né en décembre, à la fin de l'année. C'est à peu près ça? Ouais, en fait, c'est de prendre en compte le développement d'un athlète parce que, notamment chez les garçons, ils vont avoir un moment où ils vont grandir plus rapidement et pas forcément au même moment. Et donc, pour des athlètes d'une même catégorie, ceux qui vont être nés en début d'année et ceux qui vont être nés en fin d'année, ils vont pour autant être dans la même catégorie au moment où ils vont prendre le départ de la compétition. Et pour autant, il y en a un qui peut avoir terminé sa puberté et l'autre qui est en plein dedans. Et donc, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle l'âge relatif, c'est notamment de pouvoir calculer. Donc, il y a plusieurs paramètres en compte, poids, taille debout et taille assise. Ça permet de calculer un âge et de pouvoir comparer. Nous, ce qu'on se disait à la Fédé, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait ajuster la performance en fonction de cet âge relatif et de dire, tu as fait tel chrono, mais soit tu as 16 ans ou alors en âge recalculé en fonction de ta taille actuelle, ça peut être comparé à une performance par exemple de 14 ans. Donc ça peut être un moyen aussi de motiver les athlètes, les jeunes athlètes qui face à quelqu'un qui mesure 20 cm de plus, forcément que ça va être plus compliqué de lui dire
attends, toi, tu as cette performance-là, mais si ça se trouve, dans 6 mois, ta performance, elle sera largement améliorée juste par le fait que tu grandis un peu moins vite que les autres. Donc voilà, c'est prendre ces choses en compte. Au niveau de l'état de l'art, alors au-delà de ces questions d'âge biologique et d'âge relatif, on a des bases de données qui sont riches. C'est-à-dire que les fédérations emmagasinent la FFA et puis d'autres aussi, mais et tu me corriges si je me trompe, mais stockent des données depuis peut-être les 10, 20, 30, 40 dernières années. Et donc on a de l'information sur des jeunes qui ont réalisé tout un parcours de performance, de leur première compétition à leur dernière compétition, et ils sont peut-être à la retraite aujourd'hui, retraite athlétique, retraite sportive. Donc on a de la donnée sur laquelle on pourrait s'appuyer pour commencer pour modéliser et essayer de trouver un moyen, une méthode qui permettrait justement d'identifier ces couloirs de performance ou ces profils, et puis derrière d'identifier ou de détecter les potentiels chez les jeunes. Sachant que je rebondis, sachant qu'il y a déjà des travaux qui ont été effectués, notamment au sein de l'INSEP, il y a un laboratoire de recherche qui s'appelle l'IRMES, et il y a de nombreux chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, notamment en thèse. Donc l'équipe notamment d'Adrien Cédot, qui travaille sur ces couloirs de performance et sur ce calcul d'âge relatif. Donc il y a pas mal de choses en place déjà dans la littérature scientifique et qui tendent à être appliquées au sein des fédérations. Je voulais juste mentionner, alors ces deux approches qui ne s'opposent pas nécessairement, mais en termes de modélisation donc, de la performance, je mets ici un graphique qui est tiré d'une étude qui est assez récente, 2023, par des chercheurs français, et notamment Arthur Leroy, où ils ont eu pour objectif de modéliser les couloirs de performance, donc ces profils de performance, à partir de processus gaussien multitâche à moyenne commune et de clustering, de classification clustering derrière. Ces approches, ce sont des approches plutôt qui relèvent de l'analyse de données fonctionnelles, donc de tenir compte de la série temporelle des performances au cours donc, des 5, 6, N années, on va dire, du parcours compétitif de l'athlète, qu'on pourrait mettre en face des approches plutôt vectorielles où on aurait une performance au jour J avec une donnée d'entraînement en face. Donc c'est un petit peu dans l'état de l'art, les deux courants qui avancent en même temps. Il n'y en a pas nécessairement un mieux que l'autre, hein, pas du tout, mais c'est deux visions différentes qui tendent à du coup proposer deux méthodes peut-être, deux méthodes qui sont fondées sur des paradigmes différents, mais qui peuvent toutes les deux permettre de modéliser ces courbes, ces trajectoires et de prévoir les trajectoires futures, notamment c'est ce qui nous intéresse pour savoir dans quelle disposition est le jeune. Est-ce qu'il a une forte probabilité de bien performer et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place pour l'aider à mieux performer et à orienter sa courbe différemment dans le futur. Dans tous les cas, on est quand même sur les... Alors, l'analyse de fonctionnel, ce n'est pas une innovation sur la donnée fonctionnelle parce que ça existe depuis des décennies, mais l'application sport est assez novatrice, assez nouvelle, et encore plus lorsqu'on emploie des méthodes multivariées, des approches multivariées de la donnée fonctionnelle. Donc on a des enjeux qui sont des enjeux techniques derrière, mais je le rappelle parce que je pense que c'est un élément central ici. Si l'on souhaite du coup modéliser suffisamment précisément le futur d'un athlète, les performances futures d'un athlète, il faut tenir compte de son environnement, il faut tenir compte de l'ensemble des informations qu'on a à disposition, informations psychologiques, psychosociales, d'entraînement, de qualité athlétique par exemple, et toute autre information pour pouvoir justement être suffisamment confiant dans ce que l'on modélise. Ah vas-y, ouais. Donc ouais, du coup les points clés et les perspectives, donc c'est de connaître les jeunes athlètes et de suivre leur process le plus rapidement possible, d'identifier des potentiels de perf et des trajectoires permettant d'anticiper et de prendre des décisions adaptées pour accompagner les jeunes vers le plus haut niveau, donc ne pas les laisser se perdre dans leur parcours jusqu'à atteindre le plus haut niveau, donc les accompagner au mieux. Et comme on a pu déjà le mentionner, donc des modélisations multidimensionnelles reposant sur un ensemble de sources de données, donc pour avoir une vision à 360 du jeune athlète
qui évolue dans un environnement complexe. Donc prendre en compte toutes les données qui interviennent autour de l'athlète pour essayer de voir, de prédire ses performances. Et pour rester sur les mots que tu viens d'employer, sur l'environnement complexe, on va juste faire un petit passage sur les développements de modèles prédictifs, vraiment pour la performance. Et en fait, on parle, je vais essayer d'enlever le son, on parle d'être humain. On parle d'être humain, un être humain, comme la vidéo le montre, on est sur des systèmes biologiques qui contiennent eux-mêmes des sous-systèmes. Et très simplement, par exemple, on a l'être humain, un ensemble de sous-systèmes, le sous-système physiologique, biologique, cognitif, psychologique. Et puis, on peut en mentionner d'autres. L'ensemble de ces sous-systèmes sont en interaction entre eux. Ce qui fait qu'à la fin, ça forme tout simplement un système complexe à l'égard de ce que l'on voit ici sur notamment des systèmes neuronaux. Donc, en tenant compte de ça, quand on parle de performance et de modélisation de la performance, on est nécessairement sur la modélisation d'un phénomène qui est complexe et qui nous implique de tenir compte d'un maximum d'informations pour pouvoir, comme je l'ai dit aussi précédemment, essayer de le modéliser, donc déjà de le comprendre dans un premier temps, de l'expliquer et puis potentiellement de le prédire. Je mentionne 4 grandes approches ici. La première approche, qui est la plus vieille, c'est une approche plutôt physique, donc à partir de systèmes physiques et de théorie du contrôle, où on va partir d'un postulat que la performance, elle est la résultante d'un système, linéaire, par exemple, avec une entrée, donc une charge d'entraînement qu'on appelle communément, c'est-à-dire une quantité d'exercice qui est effectuée, qui va induire un certain nombre de réponses qui peuvent s'opposer ou qui peuvent être combinées d'une manière ou d'une autre, de manière linéaire, par exemple. Et puis donner la performance en sortie. Donc traditionnellement, on disait, alors ça, je disais on disait parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ce n'est quasiment plus utilisé parce que c'est une approche qui est peut-être trop simpliste, mais où la performance donne la naissance à 2 états. Le premier état qui est un état de fitness, donc je vais m'entraîner ce soir, je vais grossièrement développer mes muscles ou développer des qualités physiques, donc je vais développer mon fitness, mais en même temps je vais créer un état de fatigue. Et les 2 états vont s'opposer, vont se soustraire pour donner la performance. Ça, c'est une approche simpliste qui date quand même des années 75, mais qui a quand même fait son bout de chemin et posé les bases en termes de physique, et derrière impliquer sur ces systèmes-là la possibilité de connaître, on va dire, si je veux la performance la plus haute, je sais ce qu'il me faut en entrée. Je connaîtrai par l'équation du modèle, du système, la quantité, la dose d'entraînement qu'il me faudrait en entrée pour maximiser la sortie, donc la performance. Ensuite, on a les modèles plutôt stats. Donc eux, ce ne sont pas des modèles déterministes nécessairement, ce sont des modèles qui sont basés sur une hypothèse qui peut être forte, une hypothèse statistique, où là, du coup, on vient modéliser le phénomène de la performance à partir des hypothèses stats. Et là, on ne rentre pas dans les détails, mais tout modèle statistique que l'on emploie communément au quotidien. Voilà. Donc ces méthodes, ces modèles-là, sont couramment utilisés et le seront encore demain. Je ne vois pas de frein à ça. Et je sépare du coup les modèles stats, alors pour les termes c'est toujours à discuter, mais on va les séparer comme ça pour aujourd'hui, avec des modèles plutôt issus de la computer science, de machine learning, deep learning, où là du coup on n'a pas nécessairement cette hypothèse stricte dans la modélisation, et on a potentiellement des modèles qui peuvent être plus puissants dans le sens où ils peuvent explorer plus de solutions que leurs voisins et notamment que leurs premiers. Ces modèles dans l'état de l'art sur la prédiction des performances sont au goût du jour, parce que encore les études qui sortent au quotidien en ce moment font référence à des méthodes employées telles que l'utilisation de réseaux de neurones, par exemple, et de ces variantes, pour aller expliquer ou pour aller prédire surtout une performance. Et puis le dernier point que je sors de là, mais qui fait partie de celui du dessus, c'est l'apprentissage par renforcement. On parle de plus en plus d'IA. L'apprentissage par renforcement qui est omniprésent dans le développement d'agents. Et en fait, dans le sport, la performance, on pourrait le voir de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à modéliser correctement ou simuler un athlète ou sa performance, qu'on a suffisamment de compréhension de son phénomène, on pourrait très bien
créer un agent qui trouve à sa propre manière, qui trouve le protocole d'entraînement optimal à réaliser pour augmenter sa performance et puis aller plus loin en développement des jumeaux numériques par exemple pour l'entraînement. On testera des entraînements ou des modalités sur ce jumeau et en observer la réponse, donc à faire ou pas faire du coup sur mon vrai athlète. C'est des choses qui ne sont pas inabordables et qui, je pense, sont dans l'air du temps ou dans les perspectives à court terme. Oui, je voulais modéliser, alors je voulais montrer ça, ce graphique, j'aurais dû cliquer plus tôt. Quand on parle d'entraînement et des effets de l'entraînement sur la performance, on sait, parce que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que, admettons qu'on ait une approche plutôt issue du machine learning ou deep learning, elles sont toutes connectées ces approches, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure les autres pour autant. On sait, d'un point de vue, les physiologistes ou les biologistes connaissent déjà un certain nombre de réponses biologiques à l'effort. En physiologie de l'exercice, on sait que quand on fait un effort, on a déjà à minima 3 types de réponses possibles derrière. Sur les réponses, on a une réponse donc instantanée où je m'entraîne aujourd'hui, je finis mon entraînement, à la seconde où j'ai fini mon entraînement, j'ai un capital de fatigue, j'ai accumulé la fatigue et ma fatigue va être maximale et décroître au cours du temps dans la mesure où je vais me reposer, je vais rentrer chez moi et puis je vais récupérer. La deuxième est si je me réentraîne en fait, successivement le lendemain ou 2 heures après, je vais, on va dire, additionner ces réponses-là et donc d'avoir une autre forme avec une phase une pseudo-asymptote qui sera acquise en termes d'effet de l'entraînement. Et puis, on a d'autres réponses possibles pour la troisième qui est par exemple des réponses qui sont des effets différés dans le temps. C'est-à-dire que je m'entraîne aujourd'hui et puis je peux partir du principe que je n'aurai pas d'effet dans les 2 prochains jours, mais au bout de 48 heures, j'aurai un effet sur mes tissus, j'aurai un effet sur des paramètres biologiques par exemple. Donc c'est vraiment l'effet qui est différé et qui s'additionne, on va dire qui marche avec les effets cumulés et les effets instantanés. Donc vraisemblablement, si on veut parler d'effet de la performance, d'effet de l'entraînement sur la performance, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la combinaison déjà à minima de ces cinétiques ou de ces types d'effets pour aller essayer de modéliser le phénomène, donc l'évolution de la performance par exemple, ou de la blessure si on souhaite aller sur le champ de la blessure. Donc diverses approches, en bref, exploiter de manière isolée, ce n'est pas recommandé, mais de manière combinée, là pour le coup c'est plus à recommander. Une incertitude de prédiction significative et persistante face à la complexité de la performance et de la blessure. Comme je le rappelle, on est sur des systèmes complexes, donc espérer pouvoir prédire la performance avec une précision parfaite, de 100%, c'est utopique. On s'en rapprochera peut-être en conditions laboratoires, ou si c'est une performance sur un vélo dans une salle isolée effectuée de manière standardisée, pourquoi pas. Et encore, en contrôlant ce qu'a fait peut-être la tête quand il est rentré chez lui la veille, etc., ce qu'il a mangé, mais ça restera assez décontextualisé de la pratique. Et une technologie croissante offrant des perspectives sans limite. Là, pour le coup, oui, la réponse c'est clairement oui, parce qu'on a plus de données, on a des données qui sont de meilleure qualité, et en partant du principe qu'on emploie les bonnes méthodes pour traiter et analyser ces données, je pense que le potentiel en termes de modélisation, il est presque infini. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions de l'Assemblée ou même des personnes qui sont en visio pour nos deux conférenciers? J'avais une question concernant la détection potentielle. Je voulais savoir, la détection que vous faites sur les données de l'AFFA uniquement, est-ce que vous êtes en partenariat avec des championnats universitaires scolaires, je pense à l'UXL ou l'UNSS? Alors du coup là l'idée c'est qu'on commence, pour le moment ce qui avait été mis en place c'était des tests minimes, donc plutôt dans les clubs où donc on avait des tests qui étaient toujours les mêmes, qui étaient répartis dans les clubs et donc là dans les nouvelles discussions comme un doctorant qui arrive sur le sujet, c'est de reprendre ces tests et effectivement peut-être de les... on parle justement d'aller dans les collèges, lycées pour donc déjà de recibler un peu les tests en fonction des disciplines, peut-être pas garder les tests actuels et oui effectivement le mieux pour aller détecter c'est directement collège-lycée parce que les jeunes ne sont pas forcément dans les clubs
Ouais, c'est une bonne question. C'est dans les tuyaux. Pour le moment, on en est aux données à la Fédé. Peu importe. Vous avez parlé de soutien à NBA, mais est-ce que vous savez où ça en est dans les autres fédérations d'athlétisme des autres pays Alors, c'est assez. Autant en France, au sein des autres fédérations, c'est plus facile de savoir ce qui se passe. Autant entre pays, c'est plus compliqué. On a des idées un peu parce que quand on se déplace, on voit forcément les autres nations, soit avec des caméras, soit. On a l'impression, mais bon, on est biaisé, c'est qu'en France, on est quand même pas mal avancé sur le sujet. Après, on sait aussi que, par exemple, moi j'avais une problématique de récupérer des données à l'international via soit le site World Athletics ou via un autre site. Et on sait que d'autres fédérations bossent avec ces sites aussi pour collecter des données, donc notamment la Finlande, l'Allemagne et la Suisse. Donc on se dit qu'il y a aussi des choses qui sont faites dans ces pays-là, mais par contre, on ne sait pas exactement ce qui se fait, quoi. Mais votre fait, comment vous déterminez si une donnée pertinente est analysée? C'est une bonne question. Alors, ça dépend du type de données. Par exemple, pour les temps de course qu'on récupère via la puce qu'il y a dans le dossard, souvent ce qu'on fait, c'est que pour être certain, il y a différents organismes qui vont sur les compétitions. Il y a certains organismes où on est sûr de leurs données, d'autres un peu moins. Donc en fonction, souvent ce qu'on fait, c'est qu'au début de la compétition, on va filmer 2 ou 3 courses. Nous, on vérifie avec le logiciel Kinovea à la main si les splits qu'on récupère sont corrects par rapport à ce qu'on voit à la vidéo. Si oui, dans ce cas-là, moi, je réutilise les données issues des PDF. Sinon, on se dit, tant pis, pour cette compète, on préfère ne pas prendre. Ou alors, on prend que celle qu'on filme. Donc ça, c'est pour les splits. Après, pour les capteurs qu'on utilise, ça va plutôt être... on va rapidement réussir à voir quand même quand une donnée est aberrante sur soit une distance, une vitesse d'éjection. Souvent, ça sort vraiment de la moyenne. Enfin, on va pas garder que la moyenne, mais quand il y a vraiment un gros décrochage, ça se voit. Et dans ce cas-là, on filtre les données. Voilà, après, forcément, il y a du biais dans ce qu'on récupère, notamment, là, on est en train de mettre en place un outil d'athlète management system où on va demander aux athlètes de remplir un formulaire sur leur ressenti à l'effort, l'heure de coucher, l'heure de lever, s'ils sont bien hydratés, pour pouvoir corréler ces données avec notamment la charge d'entraînement, la perte, des choses comme ça. On ne peut pas vérifier que l'athlète il prend bien le temps de mettre l'heure à laquelle il s'est couché. Donc forcément qu'on a des données biaisées à certains endroits, quoi. Mais, ouais. Pour justement rebondir sur ces exercices, est-ce que vous vous intéressez aujourd'hui à intégrer des données personnelles de l'athlète qui pourraient récupérer grâce à sa montre justement sur son sommeil ou... Ouais, alors... tout dépend parce que la montre, typiquement une montre Garmin pour détecter le sommeil, c'est pas dingue. Du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, notamment avec mon collègue sport scientist, c'est surtout lui qui est sur le sujet, c'est de voir pour chaque outil quelles données sont correctes et quelles données on peut analyser. Par exemple, pour le sommeil, si on prend l'exemple du sommeil, nous, on va privilégier dans les pôles France et les pôles sport plutôt de porter une bague qui s'appelle la bague Oura, qui va être plus précise que la montre pour détecter le temps de sommeil, le moment où il se couche, le moment du lever, des choses comme ça. Mais ça reste quand même dans les tuyaux de se dire, notamment avec le SDH et avec la base externe, Garmin il propose une API pour récupérer certaines données. Et ça pourrait être intéressant d'avoir rien que sur une sortie, le nombre de kilomètres parcourus, certaines infos. Donc, alors pour certains outils, on a déjà des choses qui sont récupérées, notamment avec le sommeil. Garmin, c'est pas encore fait. Ça risque de... Je dis Garmin parce que... Mais bon, pour toutes les montres.
Donc, ouais, l'idée c'est de collecter le plus de données, mais tout en s'assurant, c'est la question d'avant, que la donnée qu'on collecte, elle reste fiable. Donc, c'est un équilibre à trouver entre ne pas sortir des analyses pour sortir des analyses avec des données qui sont fausses, quoi. J'avais deux questions. C'était déjà combien d'athlètes vous suivez avec ce dispositif? Et dans un deuxième temps, quel est le budget de la fédération sur justement ce traitement de données? Bonne question. Alors, du coup, au niveau du nombre d'athlètes suivis, là, c'était principalement les athlètes équipe de France. Donc, en tout, par exemple, cet été, il y avait 80-90 athlètes. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est que par rapport à d'autres fédérations, c'est plusieurs disciplines, plusieurs athlètes, et il faudrait presque un data analyst par discipline pour réussir à être efficace. C'est pas le cas du coup. Donc au niveau du budget, c'est difficile à répondre. Moi par exemple, je suis à temps plein sur le sujet. Au sein de la cellule, comme tu as pu le voir, on n'est pas si nombreux que ça. Je ne saurais pas te dire le budget. Franchement, je ne saurais pas te répondre. Après, l'idée au niveau du nombre d'athlètes, c'est que tout ce qu'on développe pour la haute perf, ce soit aussi reproductible pour les jeunes et aussi pour le plus grand public. Donc là, on en est encore au début, donc forcément, on essaie déjà d'avoir quelque chose de structuré pour le haut niveau, mais tout en étant, moi je sais que je suis beaucoup en contact avec par exemple le pôle développement de la fédération qui est plus grand public pour se dire, là je ne l'ai pas montré, mais on a une fiche athlète individualisée par exemple, que cette fiche athlète individualisée elle soit aussi disponible pour un licencié lambda quand il se connecte sur son espace licencié, pour que lui puisse aussi bénéficier de ce qui se fait dans la haute perf. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir un espèce de continu où là, on reste sur le sportif de haut niveau, mais l'idée, c'est de plus ça va aller, plus essayer de mettre ces choses-là en place aussi dès le plus jeune âge pour que, typiquement, quand on nous demande de remplir un formulaire, là, aujourd'hui, l'athlète qui a 30 ans, qui n'a jamais rempli de formulaire, ça va lui coûter de remplir un formulaire, alors que finalement, on se dit que si dès 15 ans, il a l'habitude chaque matin de prendre son téléphone en 15 secondes, il remplit son formulaire, ça devient une habitude, plus ça va, plus on va collecter de la donnée et plus ça va être intéressant. Donc, je me suis un peu égarée dans la question, mais dans l'idée, aujourd'hui, on est plutôt autour de 80 athlètes et à terme, l'idée, c'est d'élargir le plus possible nos méthodes à plus d'athlètes possible, quoi. Ouais. Est-ce qu'avec l'amélioration technologique des systèmes tracking, est-ce que vous allez pouvoir un peu d'interférence au niveau de l'athlète? C'est dur à évaluer et c'est dur à évaluer notamment parce qu'au plus c'est très récent. Déjà le gain il est minime. Souvent, on a un collègue qui utilise souvent cette expression, c'est les entraîneurs, les athlètes, ils font leur cuisine, ils font leur plat et nous on est là juste pour amener la toute petite pincée de sel qui peut... Donc s'il y a un gain c'est très léger et c'est très difficile d'évaluer ce gain-là, sachant qu'on n'a pas pour le moment un gros... j'ai perdu le mot, mais un grand recul, voilà, merci. Un grand recul pour se dire on a permis d'apporter ça. Donc, et c'est aussi parce que la cellule, elle a été créée il n'y a pas longtemps. Moi, quand je suis arrivée, donc il y a 2 ans, il y a aussi eu un gros travail d'acculturation de la donnée par rapport aux coachs, parce qu'il y avait des coachs qui étaient très réticents à l'utilisation de la data, d'autres qui n'avaient vraiment pas envie d'en entendre parler, d'autres qui commençaient à avoir des besoins. Et là, aujourd'hui, où je me dis qu'il y a quand même un intérêt et un gain, c'est que je sens que plus ça va, plus la demande, elle vient du terrain, et plus il y a des besoins, et plus ils nous disent qu'ils s'en servent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais je ne saurais pas te dire combien de pourcents de perf. J'aimerais bien beaucoup, hein, mais je ne suis pas sûre. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant cette possibilité de voir à 360 degrés autour de l'athlète, parce que je me doute que finalement, chaque caractéristique
360 degrés peuvent impacter la potentielle performance. Ouais. Par ailleurs, j'aurais deux questions. C'est est-ce que ça n'a pas un côté un peu trop intrusif dans la vie de l'athlète, Ouais. soit pour la performance? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà eu des refus de la part d'athlètes et de coachs d'établir ce suivi car jugé trop intrusif? Alors, ouais, c'est une bonne question. Effectivement, le côté en fait, ce qui est. Donc, il y a le côté intrusif, il y a aussi le côté où, comme on se focalise sur la haute perf, c'est toujours les mêmes athlètes qui sont ciblés et qui sont sollicités. Et pour eux, ça peut devenir fatigant parce que à la fois, nous, on est. Donc, il y a la Fédé, il y a la cellule OptiPerf qui vient les solliciter, mais il faut savoir qu'autour d'un athlète, il y a des sollicitations qui viennent de partout. Il y a l'INSEP, il y a des projets de recherche, il y a des prestats externes, il y en a qui veulent faire du testing. Donc même eux, ils se retrouvent parfois noyés dans tout ce qu'on peut leur proposer. Et ce côté intrusif, oui, par exemple, avec les formulaires, il y en a qui ne vont pas avoir envie de dire l'heure à laquelle ils vont se coucher, par exemple. Donc nous, notre objectif, ça va être de montrer qu'on n'est pas là pour les surveiller, que en fait, c'est juste pour leur montrer que on va apporter une donnée objective et qui, au contraire de les fliquer, va apporter un intérêt pour eux dans la performance. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail, ça ne peut pas venir que de nous, il faut aussi qu'il y ait un travail de la part du coach qui, lui, soit aussi réceptif et qui puisse faire un retour à son athlète en disant nous, on a choisi de travailler avec eux pour collecter les données et on te demande de remplir ce formulaire parce que ça a tel et tel intérêt. Et l'idéal, ce serait de dire le matin, je prends le formulaire parce que c'est le plus simple comme exemple, mais de dire voilà, aujourd'hui, je vois que tu as mal dormi ou que tu as une petite douleur là, peut-être qu'on va adapter l'entraînement, peut-être que aujourd'hui, finalement, plutôt que de faire une séance d'1h30, on va faire 45 minutes et ça a un intérêt pour toi. En fait, il faut qu'il y ait un échange et que pour l'athlète, ce soit expliqué et qu'il sente qu'en face, c'est réceptif aussi pour qu'il ait envie de s'engager dans la démarche et que ce ne soit pas juste une contrainte pour lui. Mais je voulais rebondir sur autre chose, je ne sais plus. Mais effectivement, certains ne vont pas vouloir répondre et dans ce cas-là, s'ils ne veulent pas, nous, on peut rien faire. Et ce qu'on espère, c'est aussi que, à force de voir peut-être les autres le faire, l'athlète qui refusait ait envie de le faire parce qu'il se rend compte que finalement, ça a un intérêt pour lui. Et aujourd'hui, quand il y a un refus, donc là, ça va pas être forcément sur le formulaire, mais plus, par exemple, sur la collecte de données en compétition. Là, ce que je vous ai montré sur la plateforme, si l'athlète apparaît, si ces données apparaissent sur la plateforme, c'est que lui a accepté que ces données soient collectées. En échange, si un athlète refuse que ces données soient collectées, dans ce cas-là, l'entraîneur n'a pas accès à la plateforme. C'est un peu du donnant-donnant, quoi. C'est nous, on fournit des outils. Si eux acceptent en échange de participer et de collecter les données, s'ils ne veulent pas, par contre, ils n'ont pas les outils qu'on offre, quoi. Pour ajouter un point, la technologie ne doit pas être là pour surcharger la collecte de la donnée et la mesure, mais elle doit être là pour faciliter cette collecte. C'est-à-dire que les développements technologiques, les progrès technologiques et les nouveaux systèmes, on va dire, de mesure, de systèmes d'acquisition, doivent être là pour tester sans tester, je pense. L'athlète, dans tous les cas, il va s'entraîner, il va faire sa compétition, il va courir. À nous de mettre des systèmes en place pour identifier des critères de performance sans lui demander de réaliser un sprint à l'échauffement ou de réaliser des choses en plus. Il est déjà, je pense, assez occupé dans la semaine en termes des sollicitations et d'efforts. Et c'est pareil sur les questionnaires. On pourrait mettre un questionnaire avec 50 questions, un papier, un stylo, il ne va jamais y répondre. Il n'y répondra jamais. Par contre, on a tous des smartphones, on sait tous de faire des applications smartphone et des choses plutôt simples avec peut-être 5 questions. Une routine à prendre au matin au lever, juste cliquer 5 fois sur 5 boutons, sur 5 cases. Bon, en termes d'intrusion et de caractère invasif, c'est quand même pas la même chose. Donc c'est toujours ce juste milieu à trouver, mais la règle d'or, c'est oui, de ne pas le surcharger, parce que d'abord, il faut le faire adhérer. L'athlète reste maître de sa donnée pour faire adhérer le coach, parce que si le coach ne suit pas, comme tu l'as dit, il ne se passera rien. Donc voilà, ne pas surcharger et plutôt tirer profit de la technologie dans ce sens-là.
si un athlète décide de changer de pays, est-ce qu'il peut demander un export de toutes ces données par de son nom? Ouais, ça n'est jamais arrivé encore, mais parce que je pense que ce qui serait compliqué, c'est d'un pays à l'autre, la structuration serait différente, c'est pas forcément les mêmes outils. Après, oui, s'il demande tout comme s'il demande de supprimer toutes ces données, c'est possible. S'il demande de récupérer toutes ces données, c'est possible aussi. Est-ce que vous avez eu des cas, du coup vous avez insisté sur le fait qu'il fallait convaincre et l'athlète et l'entraîneur, est-ce que vous avez eu des cas où l'un des deux avait donné son accord, mais en fait n'était pas trop impliqué, et du coup il n'y a pas eu de retour sur analyse de performance? Alors, il y a eu des cas où, je réfléchis en même temps, ce qui a pu se passer, c'était plutôt une lassitude, je pense, de certains athlètes. Je pense surtout au formulaire qui est la chose la plus intrusive et notamment, donc il y a eu un projet de recherche fulgure au sein de l'INSEP où je pense qu'ils ont eu cette problématique où nous on vient juste de commencer les formulaires, donc j'ai pas trop de recul sur le, enfin au sein de la Fédé, mais en tout cas quand j'étais à l'INSEP avant d'aller à la Fédération française d'athlétisme, et du coup au sein du projet de recherche fulgure, il y avait notamment un questionnaire avec plus de questions, notamment parce qu'ils voulaient cibler les blessures, ils essayaient de faire de la prédiction sur les blessures. Donc le questionnaire était plus long à répondre et ils souhaitaient que ce questionnaire soit rempli à minima une fois par jour, voire 2 fois par jour, pour avoir... c'est sûr que c'est moins biaisé de savoir comment l'athlète se sent juste avant la séance et juste après la séance qu'une seule fois par jour ou 2 fois dans la semaine. Il y a eu de l'incertitude dans le sens où au début, il y en a qui se sont lancés à répondre au formulaire, mais ils n'ont pas vu l'intérêt. Et s'il n'y avait pas quelqu'un pour pousser derrière, mais presque tous les jours, hein, c'était du quotidien et faire un retour quotidien, en fait, il y a eu beaucoup d'abandon. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver, comme disait Franck, en leur fournissant le retour que eux jugent nécessaire pour continuer à répondre au questionnaire. Et c'est vrai que c'est pas si simple à trouver. Ouais. Est-ce qu'il y a des collaborations entre les différentes fédés avec l'INSEP, vous en avez parlé, les pôles Ouais, du coup c'est ça qui est chouette, je trouve, avec le Sport Data Hub notamment, c'est qu'ils essaient de mettre en place un réseau de data analystes entre les différentes fédérations. Et donc, très souvent, il y a par exemple des points mensuels, ce qu'ils appellent les COP Data, où il va y avoir plusieurs sujets traités au sein de plusieurs fédérations, parce que c'est vrai que finalement, c'est les mêmes problématiques dans toutes les fédérations, mais appliquées à des disciplines différentes. Et du coup, ça permet de bien échanger. Je sais que moi, avec mes collègues data analystes d'autres fédés, on échange beaucoup sur les méthodes qu'on met en place, les outils qu'on utilise, comment on fait des retours au coach. Et ça permet de travailler ensemble et voilà. Et avec les fédérations étrangères, il y a plus de concurrence? Ouais, fédé étrangère, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas d'échange? Alors, vu le nombre que vous êtes, c'est peut-être compliqué, mais... Ça peut arriver. Par exemple, quand on est en compétition et on peut discuter. Moi, j'avoue que j'ai jamais communiqué avec un data analyst d'une autre fédération. Non, je parlais d'échange au sens, par exemple, un thésard qui pourrait partir dans une autre fédération pour un séjour. Non, c'est pas... Non, en fait, les échanges qu'on peut avoir, ça va être plus... par exemple des collègues qui vont aller entraîner en Suisse ou des choses comme ça, où du coup il y a un peu un échange pour savoir ce qui est fait, mais non, pour le moment il n'y a jamais eu d'échange comme ça à l'international. Oui. Oui, est-ce qu'il y a des travaux sur la donnée, sur tout ce qui est l'aspect psychologique ou l'aspect psychologique, l'environnement sportif qui accompagne la prépa mentale, et est-ce que vous travaillez avec le préparateur mental et comment vous abordez les données de leur transmettre? Ouais, alors du coup au niveau de l'aspect, donc on a Émilie Chamagne
en prestation pour nous, pour la cellule optimisation de la performance, qui est prépa mentale, et qui, elle, ne peut pas suivre tous les athlètes. Donc elle a créé un peu un réseau de prépa mentale sur tout le territoire, et ça permet aussi aux athlètes d'avoir à proximité leur prépa mentale, et en gros, elle valide un peu les personnes avec qui ils travaillent. Donc ça, c'est plus pour l'aspect prépa mental. En termes de recherche, nous, au sein de la Fédé en particulier, on n'a pas de travaux de recherche spécifiques. Par contre, il y a des travaux qui sont effectués. Notamment, j'ai un collègue au sein de l'INSEP, au sein du laboratoire sport expertise et performance de l'INSEP, où lui, son sujet de thèse, c'est justement tous les aspects psychosociaux autour du sportif de haut niveau, dans son parcours, comment il vit l'avant, l'après. Enfin voilà, il y a pas mal de travaux qui sont faits. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de paramètres qui peuvent influer sur l'athlète et la complexité de ces paramètres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez en compte des données de santé, notamment des prises de sang, ce genre de choses, et est-ce que ces données peuvent être centralisées dans le système de données compte tenu de leur sensibilité? Ouais, alors, pareil, bonne question. Donc, nous, au sein de la fédération, donc on travaille avec un Pléchart pour l'Athlete Management System. Et donc, on a un pôle médical, le pôle notamment de l'équipe de France, qui, eux, travaillent avec MediSharp, donc c'est la même société. Mais pour le moment, ça reste dissocié parce que, comme tu le dis, en gros, les données, elles sont très sensibles. Et alors, pour ce qui est blessure, on peut avoir des indicateurs sur si l'athlète a été blessé, oui ou non, combien de temps, à quel endroit, des choses comme ça, parce que ça reste des données macro un peu. De là à aller dans la prise de sang, vraiment les indications, pour le moment, non, parce que c'est trop sensible et on a... Pour le moment, déjà, moi, de base, en termes d'analyse de données, c'est pas que j'y vois pas l'intérêt, mais j'y ai pas assez réfléchi pour me dire quel intérêt ça peut avoir dans mes analyses. Et en plus, je pense que c'est un gros sujet et que ce serait pas si facile que ça de récupérer les données. Et je voulais dire autre chose, mais pareil, j'ai oublié. Mais ça me reviendra peut-être. Il y a la frontière entre qu'est-ce qu'une donnée de santé et qu'est-ce qui ne l'est pas. L'athlète, s'il dit j'ai mal au genou, potentiellement ça peut être une donnée de santé. Par contre, si on a son médecin qui dit qu'il a une lésion discale, c'est une donnée de santé parce qu'il y a une qualification du médecin. Ouais, c'est ça. Tu pourras utiliser en gros l'information subjective de l'athlète, de comment il se sent, ça ok, mais aller intégrer les données, les vraies données de santé, on s'expose aux problématiques de qui aura accès à cette donnée, qui pourra l'avoir, et nécessairement si on veut faire un travail collaboratif autour de l'athlète, ça va poser quand même quelques problèmes, quelques contraintes. Je viens de retrouver ce que je voulais dire aussi. Rien que en fait des données santé, c'est plus ou moins santé, mais par exemple ce qui pourrait être intéressant de savoir, c'est l'entraîneur, il aimerait savoir pour quand il entraîne une femme, le cycle menstruel. Rien que ça, c'est pas si facile que ça à demander parce qu'il faut que l'athlète, elle soit OK pour partager cette donnée. Et notamment au sein de Pléchart, donc là pas MediSharp mais vraiment Pléchart, dans le formulaire, nous on aurait aimé faire apparaître, ou au moins dans la planification, de tel jour à tel jour, attention, cette athlète elle a ses menstruations, parce que ça peut permettre une planification d'entraînement différente, prendre en charge. Mais rien que ce sujet-là, c'est un peu sensible et tout le monde n'est pas OK avec ça. Alors que finalement, cet indicateur-là, par rapport à une prise de sang où c'est pas grand-chose, mais ça a moins d'impact. Donc, données de santé, ouais, on n'y est pas. Il y a aussi des degrés de sensibilité, là c'est sensible, mais si on pousse le bouchon un peu plus loin, l'athlète a 12 ans, on lui repose une question. 15 ans, donc en plus on est jeune, plus c'est sensible. Voilà. Donc on est pleinement dans l'RGPD et là il y a un point qui est très important, c'est que les fédérations doivent être dotées de personnes compétentes, maîtrisant cette réglementation, de DPO et puis de juristes pour pouvoir encadrer cette partie-là, pour pouvoir mettre en place les bonnes pratiques tout en restant dans les clous. Sinon on s'expose naturellement à, en pire des cas des sanctions, mais
ou alors des procédures ou des procédés qu'on va mettre en place et on fera nécessairement machine arrière le jour où on apprendra ou on nous imposera que non, on va pas faire comme ça. Donc voilà, c'est un point essentiel, comme la structuration de la donnée, la structuration dans le respect des normes, parce que sinon ça posera certains problèmes. Au début de la présentation, on voit filmer les athlètes directement. Est-ce que vous avez jamais filmé au flux vidéo des compétitions ou des choses comme ça? Est-ce que ça peut être des données qui sont alors, on utilise peu les flux vidéo des compétitions, juste parce qu'au niveau de la qualité de la donnée, en fait, nous, on va filmer en 100 images par seconde ou 200 images par seconde, justement pour la précision. Et le flux vidéo, lui, ça va plutôt être du 30 images par seconde, voire 60 images par seconde. Donc c'est peu réutilisable aussi parce qu'il y a souvent un changement d'angle. Et finalement, pour faire les analyses, c'est une grosse galère. Ça peut nous arriver de nous en servir juste parce que, typiquement, si on va avoir la jambe d'attaque sur les haies, gauche ou droite, je sais pas, l'athlète, il a été caché au moment parce qu'il y a quelqu'un qui est passé. Du coup, on va les revoir sur le flux vidéo et du coup, on va taguer cette donnée, mais on s'en sert peu. Ouais. Vous avez parlé beaucoup des besoins des coachs, entraîneurs, etc. Mais est-ce que vous avez travaillé aussi avec, par exemple, des médecins du sport, des arbitres, ou d'autres métiers pour avoir des besoins comme ça aussi? Alors, médecin du sport, je sais que j'ai été en contact un petit peu avec le médecin de la fédération, justement pour lui avait des problématiques sur les blessures, des choses comme ça. Pour le moment, il n'y a pas de choses qui ont été plus loin, ça a été un premier échange. Est-ce que j'ai eu d'autres... Non, ça va plutôt être sinon des besoins qui, autres que entraîneurs et athlètes, ça va plutôt être des besoins qui vont venir de la direction de la fédération ou la présidence, d'autres pôles de la Fédé, mais le pôle développement par exemple qui vont avoir des questions sur je sais pas, le fait d'être licencié ou non licencié, combien de pourcentage d'augmentation, d'amélioration de la perf on a le fait d'être licencié ou non licencié, mais non, sinon il n'y a pas d'autres corps de métier avec lesquels je travaille. Oui. Est-ce que dans les sports un peu lucratifs, ces données peuvent être utilisées pour des projections sur les détections des jeunes de 10 à 15 ans en disant, tiens, il y a des données où on suppose que ça va être un athlète de haut niveau et donc on va finalement miser dessus. Est-ce que ça, il y a une utilisation de ça dans certains sports le basket américain, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que ces données restent finalement la propriété du sportif jusqu'à sa majorité et comment ça se passe à ce niveau-là? Donc nous, au sein de la FFA, il n'y a pas de... Ouais, j'imagine. Ouais, il n'y a pas du tout d'enjeu lucratif. Après, par exemple, au sein de l'Agence nationale du sport, peut-être qu'ils vont réutiliser certaines de ces données, donc pas forcément nous les données qu'on collecte, mais plutôt les données qui sont déjà disponibles sur les performances, avec les couloirs de performance, des choses comme ça. Ils vont regarder un peu l'évolution de l'athlète pour plus ou moins l'accompagner dans son parcours. Donc là, c'est un peu un enjeu lucratif quand même, parce qu'effectivement, ils se basent sur des données objectives pour... mais bon, il n'y a pas que ça, hein. C'est quelque chose parmi plein d'autres variables, donc il y a ce petit impact, oui. Mais sinon, dans d'autres fédés, je ne sais pas trop, je ne sais pas si toi t'as... Moi, je pense que de manière transversale, il y a un arbitrage dans tous les cas. Le jeune à 14 ans, on voit sa performance qui décline de plus en plus. On a des données qui nous font penser que ça ne va pas aller en s'améliorant. Il me semble que les fédérations mettent en place des parcours de performance et peut-être incitent plus des jeunes propulsent peut-être plus certains jeunes que d'autres, ou du moins mettent des actions en place, et là ça impactera à mon avis. Mais c'est un élément parmi tant d'autres, je ne pense pas que en enchaînant 3 contre-performances, on soit exclu de ce parcours-là, ça ne peut être pas aussi drastique que ça. Mais je pense qu'il y a quand même de l'impact.
Puis c'est dans l'autre sens aussi, hein, quand on voit un jeune qui a une certaine progression significative, bah, on va peut-être vouloir potentialiser ça et puis essayer de comprendre pourquoi et comment faire plus. Voilà. Donc je pense que dans ce sens-là, il y a un petit peu lancé indirectement lucratif. Oui. Alors, je vais rebondir un peu là-dessus, justement, parce que, alors, il y a un sportif dans le sac qui parle beaucoup des valeurs du sport, et je me dis, quand on parle sur la prédiction comme ça, de potentialité, si j'étais un peu cynique, je dirais qu'on glisse plutôt vers la valeur espérée du sportif, et là, en termes d'éthique, ça peut faire un peu de question, me semble-t-il. Comment transiger avec ça? Déjà, on n'a pas eu trop le cas dans le sens où, pour le moment, on n'a pas mis en place les modèles de prédiction de performance, mais c'est plus pour... en fait, c'est pas quelque chose qui sera pris à 100%, donc ça reste une donnée objective dans un environnement où il y a plein de variables. Donc c'est plutôt essayer de dire, je pense que la prédiction des performances, c'est plus pour accompagner les jeunes athlètes, mais pas dans le sens où on va les exclure, mais plus essayer de les inclure au maximum en se disant, en fait, sur tel et tel test, cet athlète-là, on voit qu'il il a un gros potentiel sur, je sais pas, il a une grosse pointe de vitesse, donc peut-être ce sera un bon sprinter. Donc peut-être essayer de l'engager lui dans cette démarche et de se dire, au vu des tests, on pense que tu as de bonnes qualités pour faire du sprint. Mais déjà, est-ce que toi t'aimes ça ou non? Parce que si l'athlète il aime pas, on va pas l'emmener dans cette direction parce que de toute façon ça en fera jamais un champion si lui il a pas envie d'aller vers le sprint. Et c'est plus pour aider dans l'accompagnement et aussi éviter de les perdre parce que rester dans une idée de couloir de perf, c'est se dire si on détecte cet athlète-là, qu'on se dit qu'il est bon en sprint et qu'on lui montre que peut-être pour lui ce sera intéressant d'intégrer la Fédé, d'être licencié, de se lancer dans le sprint, lui montrer, c'est peut-être éviter de perdre cet athlète-là et qu'il aille par exemple dans le foot et dans un sport collectif. Donc nous, en tout cas, la façon dont on y a réfléchi, c'est plus pour intégrer que exclure. C'est plus essayer de ramener le plus possible les jeunes chez nous, quoi. Enfin, chez nous. On voit bien les effets de bord qui vont derrière, éventuellement. Et en plus, c'est les modèles prédictifs que vous faites, ils sont sans doute très bons en moyenne, mais toujours avec des cas un peu exceptionnels où ça sort des coups. Et du coup, de ne pas orienter un vrai potentiel, parce que le modèle prédictif, il dira vraiment, typiquement, il ne devait pas pouvoir passer la star. Mais c'est encore pire parce que oui, là, c'est juste une statistique. C'est la démarche d'attaque, je pense. Dans tous les cas, par définition, aucun modèle n'est parfait. Donc, en partant de ça. Le niveau éthique que ça. Après, on ne dira jamais à un athlète, si un athlète il a envie de faire du sprint et que dans les tests et dans le modèle on voit que il n'a pas de prédisposition pour ça, ou en tout cas on pense que c'est pas là où il sera le meilleur. Si lui il a envie de faire ça, on va pas lui dire non, on te donne pas ta licence parce que tu seras pas bon. Le coach derrière, si le coach derrière c'est d'avoir des athlètes qui sont extrêmement performants, il va peut-être dire ok, tu fais du sprint, mais avec moi. Oui, mais ça dépend du niveau. Entre prendre une licence et puis entrer à l'INSEP, il y a quelques étapes quand même. Donc ce niveau-là, il peut jouer pour le très haut niveau, mais on ne va pas refuser à quelqu'un une licence d'athlétisme. C'est de la même manière. Quelqu'un qui a un cerveau, on ne va pas l'emmener vers le foot. De toute façon, c'est analysé par ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on ne donnera jamais une donnée brute en disant vous avez ça, et en fait il y aura toujours un accompagnement sur comment lire la donnée et
Donc pour moi, des dérives, oui, il peut toujours y en avoir, mais je pense que là, c'est faible. C'est, Il n'aura pas nécessairement plus. Mais on va refaire, c'est vrai que c'est j'ai vu que tu avais accompagnement. ouais. Tu peux tenter, mais On va peut-être de sortir de l'ambition. les autres avis, Là, on est sur l'ADN, sur le sport de haut niveau. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, ce sera quelque chose il y aura des choses qui permettront finalement, avec toute la simultanéité, à chacun d'entre nous, finalement, de prendre des données et puis avec des analyses, de projeter dans des programmes d'entraînement, même pour des gens qui sont très sédentaires. Est-ce que vous pensez que parce que l'ADN, l'évolution de l'ADN, ces 10 dernières années, ça a explosé dans le sport. Ouais. C'est ça, avec le JO. Est-ce que vous pensez que ça sera accessible finalement à chacun d'entre nous pour montrer que c'est intéressant? Et de quelle façon? Bah, ouais, je ne sais pas, j'ai pas dit. Ouais, non, mais c'est l'objectif. Ouais. J'ai un projet en parallèle qui sort un peu de la haute perf, mais on essaie de mettre en place, par exemple, un observatoire du running. Et c'est là pour essayer de rendre ludique le côté donné auprès des coureurs grand public et de se dire, en fait, il a une application, il peut rentrer par exemple sa performance ou alors on récupère nous directement ses performances et lui dire, bah voilà, avec cette performance-là, tu es dans le tant de pourcentage des meilleurs ou des coureurs en France. Et c'est aussi relativiser la performance d'un coureur lambda avec tout le grand public et de dire aussi en fait il y a aussi que tant de pourcents de personnes qui courent, du coup tu es dans ce tant de pourcentage de coureurs, mais parmi tous les Français tu es dans cette tranche là, donc oui, c'est aussi mettre en avant la personne qui fait l'effort de courir, mais donc je prends l'exemple de la course à pied, mais ils sont en train de développer la même chose, notamment pour la marche athlétique. Donc juste le fait de bouger, d'avoir ces observatoires qui, via la donnée, rendent un outil un peu ludique et motivent la personne à continuer de faire du sport. Et voilà. Oui. Oui, c'est une question par rapport à l'aspect psychologique et l'aspect psychologique. Comment demain avec les données, vous pourrez peut-être voir qu'un athlète en tant que peut-être faire un JO sera moins bon, peut-être 10 à 15% moins bon, tandis qu'un autre pourra peut-être se transcender et être 10 à 15%. Comment on peut corréler ces données? Ouais, alors ça du coup l'idée c'est plutôt que l'aspect, il y a l'aspect psychologique, mais du coup ça va être difficile à mesurer l'aspect psychologique, du coup on va plutôt mesurer la régularité, essayer de voir est-ce que finalement quand on regarde les performances de chacun des athlètes, en moyenne, est-ce qu'il a tendance à toujours être autour de la même performance ou finalement est-ce qu'il a des performances qui varient beaucoup et est-ce que ces variations justement elles sont liées à un championnat en particulier ou un stress ou quand je dis un stress c'est est-ce que par exemple la performance où il a été le moins bon ça a été le jour des jeux parce que justement peut-être qu'il avait plus de stress et finalement là où il va le plus se transcender c'est dans des meetings où il y a presque personne ou à l'inverse il y en a aussi qui vont être moins bons quand il y a moins d'enjeux et qui vont être très bons quand il y aura beaucoup d'enjeux, donc c'est plutôt une analyse des performances et de la régularité plutôt que l'aspect psychologique où si via les formulaires on va pouvoir essayer à terme d'estimer il va nous dire son état de stress ou d'anxiété les jours avant et les jours après et pouvoir corréler ça avec la performance. Pour le moment ça on peut pas le faire mais c'est aussi dans les perspectives. Donc ouais, pour le moment on est plus sur l'évaluation des perfs et plutôt à terme via les formulaires pouvoir essayer de corréler sur une note qu'il a mise sur son questionnaire est-ce qu'il était anxieux ou pas et est-ce que ça a eu un impact ou pas sur sa perf. Ouais. On parlait beaucoup de l'analyse vidéo, mais est-ce que c'est objectif? C'est pas une analyse de données utile.
Désolée, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? J'entends. J'utilisais beaucoup l'analyse vidéo. Ouais. Est-ce que tu utilisais d'autres outils? Parce que c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de données, mais inutile aussi, des données qu'on voit pas. Ouais, alors du coup, on utilise aussi, par exemple, certains athlètes vont porter des GPS avec la marque Catapult surtout. Donc on va avoir le flight scope qu'on va poser derrière la cage de lancer, donc là pour les donner les vitesses d'éjection, les angles d'éjection, la hauteur. On va avoir des outils, par exemple l'opto-jump, c'est des barres qu'on va poser pour avoir le temps de contact, le temps de vol. Ça va être utile sur les sauts, mais ça peut être aussi utile pour la marche athlétique, pour essayer d'avoir des indicateurs sur est-ce que quand la personne marche, elle rentre dans les clous par rapport au jury qui peut mettre des cartons et dire bah non, là tu marches pas, tu cours. Donc par exemple, avant les Jeux, on avait fait un travail sur le marcheur Aurélien Quignon qui lui a parfois quelques problèmes où il se prend des cartons parce que sa marche, elle est jugée par le juge international avec un temps de vol trop élevé. Donc lui, il va aller marcher dans l'opto-jump et nous, on va recalculer les temps de vol pour que lui mette en place une autre technique de marche et qu'il soit sûr d'être dans les clous. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. Il y a aussi des outils comme le 1080. Donc là, c'est plus pour le sprint où ça collecte de la donnée, mais en même temps, c'est un outil d'entraînement où ils peuvent travailler la force-puissance c'est comme un chariot en fait. Ils accrochent derrière via une ceinture un poids et ils vont sprinter en ayant une certaine charge. Et après, en fonction de comment ils chargent, ils vont travailler certaines spécificités, plus la force, plus la puissance. Donc on a ces outils-là. Après, on peut collecter de plein de façons. Par exemple, il y a la bague pour le sommeil. Il y a aussi, là, les entraîneurs aiment beaucoup, quand ils font de la muscu, ils ont envie de voir un peu l'intensité, l'intention que l'athlète met quand il lève la barre de muscu. Donc par exemple, plus il va mettre de vitesse, plus l'intention va être bonne pour lever la barre de muscu. Donc au bout des barres de muscu, il va y avoir un outil avec un laser qui va calculer la vitesse du lever de la barre de musculation. Donc il y a vraiment il y a tout un panel d'outils différents qui peuvent être utilisés. Et la complexité, en fait, nous en tant que cellule optimisation de la perf, ça va être d'essayer que au sein des entraîneurs des pôles ou des pôles France ou des pôles espoirs, que par exemple la bague pour le sommeil qui va être utilisée ou l'accéléromètre pour lever la barre, que ce soit le même outil de la même marque pour qu'on puisse comparer les données et aussi avoir toujours le même processus de traitement des données. Voilà. Vous n'avez pas un objectif à Paris d'avoir des pistes connectées? D'avoir quoi, pardon? Des pistes connectées. Alors, ils en ont parlé. Donc, il n'y a pas eu. Nous, on a à l'INSEP, par exemple, dans la piste, il y a des plateformes de force intégrées dans la piste, où donc là, on va avoir certaines données qui vont être calculées aussi. Et donc là, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait aussi une boîte qui était en train de faire, c'est sur 100 mètres, pareil, je crois que c'est des plateformes de force sous la piste qui permettent d'avoir la vitesse, le nombre de foulées, l'amplitude, la force d'impact, pas mal de choses comme ça. Donc ça commence, mais le problème de ces outils-là aujourd'hui, donc déjà c'est très onéreux et il faudrait reconstruire plein de pistes pour mettre les plateformes de force sous la piste. Et je crois aussi que les plateformes de force, ça demande un gros entretien parce que dès que ça bouge un tout petit peu, finalement les données qu'on collecte, elles sont mauvaises. Donc ils en parlent, mais aujourd'hui je pense que c'est encore pas d'actualité parce qu'il y a encore des améliorations à faire avant que ça puisse être utilisé. Il faut dire qu'il est ouvert récemment et de mémoire, un mètre qui permet de plateforme de force, c'est peut-être aux alentours des 20 000 €. Ouais, c'est énorme. Donc sur 100 mètres déjà, ça fait 2 millions. Ouais. J'avais une question autour de ce qu'on peut calculer, par exemple, la réactivité des athlètes. On peut souvent voir, par exemple, en Formule 1, où on va voir les pilotes de
évalue sur leur temps de réaction au départ. Ouais. Est-ce que du coup en athlétisme, on est un peu à la recherche Ouais, bah justement, on récupère les données quand ils courent pendant les compétitions. Alors je sais plus trop comment ça fonctionne, mais de mémoire, il y a dans les starts, alors je sais pas trop la technologie qu'il y a, je sais pas si c'est une plateforme de force ou pas, mais en tout cas, on a à la fin de la compétition avec les résultats le temps de réaction dans les starts. Et donc ça permet d'avoir un indicateur et pareil de regarder en moyenne est-ce que le temps de réaction d'un athlète est plus élevé que d'autres athlètes, est-ce qu'il y a ça à travailler, des choses comme ça. Ouais. Récemment, on a pu venir dans la SFF trail running. Est-ce que vous avez déjà des données sur cette nouvelle discipline? Est-ce que vous vous projetez pour avoir des données Alors, on n'en a pas, mais effectivement, ce sera potentiellement dans les perspectives, mais aujourd'hui, non. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes concentré sur le saut de haie et le lancer, et pas sur la perche? Là, c'est juste des exemples que je vous ai montrés, mais l'idée, c'est de... en fait, on a mis en place des priorités parce que c'était dur de tout gérer, de toutes les disciplines. Donc soit les priorités, on les a fixées par rapport au... ça va pas plaire cette réponse, mais par rapport aux chances de médaille pour les Jeux, c'était aussi de voir où est-ce qu'on a la plus grosse densité et où est-ce qu'on a le plus de chances. Donc forcément, ces disciplines-là, elles étaient prioritaires. Et après, mais il y a du travail qui est fait sur vraiment toutes les disciplines. La perche, pas encore. Enfin, il y a un autre organisme, M-Training, qui sort des données sur les compétitions. Mais nous, on a bossé sur les haies hautes, les haies basses, toutes les disciplines de demi-fond, la comparaison des temps de passage, la longueur. On a des choses sur les relais aussi. Dans les lancers, il y a le lancer les lancers pour le coup, il y a toutes les disciplines avec le flight scope, plus un axe plus précis sur le lancer de marteau. Mais non, aujourd'hui, on essaie de couvrir un peu tout. Pour le moment, les disciplines où il n'y a rien eu de fait, ça va être le saut en hauteur, où nous, de notre côté, on n'y a pas travaillé. Et la perche où on commence, mais où pour le moment, on n'a pas grand-chose. Une petite dernière question, parce qu'après le temps va nous manquer, si jamais il y a quelqu'un qui a une interrogation restante. Est-ce que le domaine de la donnée dans le sport, est-ce que c'est un domaine qui se voit à l'avenir? Est-ce que c'est un domaine qui recrute? Alors, qui a un avenir? Alors oui, parce qu'en fait, plus ça va, plus il y a de données et plus les sports voient un intérêt de réutiliser cette donnée, notamment les fédérations. Il y a eu, juste avant les Jeux, le plan de transformation numérique mis en place par l'Agence nationale du sport, qui a permis aux fédérations de créer des postes, notamment moi mon poste il a été créé sur ce plan de transformation numérique, et avec le Sport Data Hub il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des boîtes comme Sinovate avec C-Sport où voilà, il y a des gros projets sur le sport. Après là je te cache pas que la conjoncture actuelle post-jeu 2024, il y a moins de financement. Et de plus en plus je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont formées pour travailler, pour notamment faire des data dans le sport. Et je pense que le nombre de postes qui viennent sur le marché est peut-être moins important que la demande. Mais je pense quand même que ça reste un métier d'avenir, notamment... moi j'ai l'aspect un peu fédération, mais je pense que dans les clubs, plus ça va aller, plus il va y avoir des besoins, parce que les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans le haut niveau, si ça se trouve dans 10 ans, tous ces outils-là ils seront utilisés sur le terrain par des clubs qui ne seront pas en mesure d'analyser les données et qui feront l'effort de s'équiper de personnes qui pourront analyser ces données. Je vois notamment dans le vélo, chaque équipe pro
a presque sa propre cellule data. C'est pas en lien avec la fédération, mais chaque équipe pro a sa propre cellule data. Donc je pense que plus ça va aller, plus il va y avoir d'offres quand même qui vont être créées. Les marques s'emparent du sujet parce que pour une marque, Aussi, ouais. il y a un gros potentiel de valeur dans la donnée. Et donc au-delà de la performance sportive et de la fédération ou du club, alors le club est parfois apparenté à une marque, associé à une marque, et il y a un gros enjeu là-dessus. Effectivement, les marques sont prêtes à investir, elles le font déjà d'ailleurs, à investir dans l'économie du sport et à valoriser un petit peu ce qui se passe au travers de la donnée, justement pour mettre en valeur leur image, etc. Et donc il y a une grosse partie de l'économie qui tourne autour des marques. Donc avant de conclure, j'aimerais sincèrement remercier Canel Poirier et Franck Lumbach d'être venus jusqu'ici, nous présenter finalement un domaine qu'on n'a pas forcément l'habitude de découvrir tous les jours. Je remercie aussi l'intérêt que les personnes en visioconférence ont porté à cette intervention, et aussi à vous tous qui avez manifesté un vif intérêt pour le sujet, comme on avait vu au travers d'un sondage, mais comme ça a été prouvé lors de ces échanges. On a pu parler de récolte, d'extraction de données, très intéressant par ailleurs, de stockage grâce à l'aide de Cisport et de partage avec tous les acteurs qui interagissent dans ce domaine, d'analyse et de traitement de données, et encore des différentes perspectives qu'on peut y voir dans le futur. On voit que c'est un domaine qui est quand même assez porteur, et nous l'ont bien précisé. Je salue notamment tous les échanges que vous nous avez proposés. Il y a même eu lieu à des petits débats, c'était très intéressant. De plus, si jamais vous avez loupé quelques petites informations, il y a une captation vidéo aussi. Je remercie Anthony Diaz pour cette captation vidéo. Vous pouvez la retrouver, il y aura une communication qui sera faite dessus. Encore merci Canel, encore merci Franck d'être venu. Et puis je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À tous.